les premiers invités officiels de cette nouvelle émission Frontale. D'abord, bonjour Théo Maï, comment ça va? Salut, très bien, merci. Tu es le cofondateur de la revue Le Cri, dont le premier numéro va paraître fin octobre. Tu auras l'occasion de nous en parler. Exactement. Et puis avec nous également Manon Rousselot-Paillet, qui est la présidente du mouvement rural de la jeunesse chrétienne. J'en profite aussi pour dire d'ores et déjà à celles et ceux qui sont avec nous qu'après Théo et Manon, nous recevrons Pierre Plotu et Maxime Massé, deux journalistes de la team Frontale de Libération, qui viendront nous faire un espèce de petit flash info sur l'actualité de l'extrême droite du mois écoulé et du mois à venir, avec des choses, vous l'imaginez, pas toujours réjouissantes, bien au contraire, mais nous aurons l'occasion d'en parler avec eux. Et puis, après eux, viendra également Nicolas Massol, également journaliste à Libération, spécialiste de l'extrême droite, puisque hier, son enquête co-réalisée avec Laurent Léger du service enquête dédié au déboire économique de Pierre-Édouard Stérin, il viendra nous parler de cette enquête et répondre également à toutes vos questions. Aux dernières élections européennes, plus de 40% des catholiques ont voté pour l'extrême droite. C'est issu donc voter pour l'extrême droite, les partis d'extrême droite, notamment de Jordan Bardella et de Marion Maréchal. Ce chiffre vient d'un sondage de l'IFOP réalisé l'année dernière et indique bien que ce 40% est en nette augmentation, puisqu'il était seulement d'une petite vingtaine de pourcents, par exemple, en 2012. J'aimerais donc avoir votre réflexion là-dessus. Comment est-ce que vous expliquez tous les deux cette montée assez nette du vote pour l'extrême droite chez les catholiques en France ? Je pense qu'il faudrait commencer par un tout petit point de méthode, parce que les sondages religieux en France, c'est quand même un truc compliqué. Moi, ces 4 dernières années, je bossais à La Croix, où on recevait beaucoup de sondages avec des sous-catégories sur les religions, et souvent on se rendait compte que c'était un peu le grand n'importe quoi. Je me rappelle en 2022 qu'on nous sorte un chiffre sur le vote des protestants, et quand on avait demandé le nombre de personnes protestantes interrogées, il y en avait 40. Donc on était capable de nous dire, oui voilà, en France, tant de pourcents des protestants ont voté Macron. En fait, l'échantillon, c'était 40 personnes. Bon, donc il faut quand même faire gaffe. Maintenant, de l'IFOP, c'est quand même un échantillon qui est quand même plus élevé. C'est un échantillon plus élevé, mais en fait, mesurer la catholicité, c'est devenu un fort enjeu. Parce que concrètement, les critères historiques pour demander à des personnes si elles sont catholiques, c'est est-ce que vous allez à la messe tous les dimanches? Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'avec Manon, on dirait la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez être tout à fait catholique, tout à fait chrétien, même en élargissant, sans aller régulièrement au temple, à l'église, etc. Donc, bon, il y a quand même des grosses précautions à avoir sur ces sondages. Maintenant, cela étant dit, je ne vais pas nier que dans ce qu'on va appeler la sphère sociologique de base du catholicisme français, il y a un mouvement qui, je pense, part d'une forme de conservatisme vers l'extrême droite, ça il y a aucun doute, avec une partie du catholicisme conservateur français qui passe à l'extrême droite. Je pense que on l'observe assez nettement depuis la Manif pour tous, avec une radicalisation d'une partie de ce public-là, qui était un public conservateur plutôt de centre-droit. En fait, en France, le vote catholique, il n'est pas historiquement très très à droite, ou en tout cas pas de manière assez majoritaire. Et là, il y a un glissement d'une partie, avec aussi d'autres parties de ce camp conservateur catholique qui résistent. Mais voilà, il y a quand même ce phénomène qui est là et qui est alarmant, une fois les précautions d'usage et de lecture des sondages précisées. Manon, toi, comment tu reçois ces chiffres-là ? Je rejoins ce que ramène Théo, et en fait, pour aller un petit peu plus loin sur la question de aujourd'hui le catholicisme, c'est plus seulement d'aller à la messe tous les dimanches. En fait, on a une perte des fidèles de l'Église catholique, l'Église elle diminue très fortement, et donc sa place dans la société diminue, sa place dans l'imaginaire aussi de beaucoup de personnes, et en fait ça explique aussi en partie cette évolution, ce glissement d'un catholicisme assez conservateur qui devient de plus en plus conservateur, parce qu'en fait il est plus que conservateur, il devient en fait réactionnaire. Il y a un truc de réaction à le sentiment de... Enfin, il y a un peu une espèce de mentalité d'assiégé qu'on peut observer dans l'Église catholique, se sentir déjà menacé de l'extérieur par la pratique et l'Église qui a moins de place aujourd'hui dans la société, par ce qui est perçu aussi comme une augmentation significative de l'islam. Ça, c'est vraiment, quand on est dans les milieux catholiques, on l'entend tout le temps comme une menace pour les catholiques. Et donc, en réaction, il y a ces positions de plus en plus conservatrices qui se font sentir. Est-ce que vous diriez chacun qu'il y a une influence de l'extrême droite dans l'Église catholique? Et si oui, comment elle se manifeste?
Je pense ce qui est manifeste ces dernières années, depuis en fait la crise migratoire, c'est qu'il y a une mobilisation d'un référentiel chrétien par l'extrême droite en général. Et que finalement, une extrême droite qui était pour large partie complètement païenne et complètement même opposée aux églises chrétiennes et à l'église catholique et au message biblique, très, très clairement, on a une réappropriation d'un référentiel chrétien, pas pour suivre Jésus-Christ évidemment, mais pour suivre finalement une forme de civilisation fantasmée avec le fantasme d'un ordre chrétien. Avec un imaginaire qu'on connaît très bien, effectivement d'assiégés, de croisés, etc., dans tout ce qu'on veut, donc avec ce fantasme chrétien, et qui s'accompagne aussi d'une forme de réappropriation de certains rites chrétiens, et ça c'est inquiétant, et c'est là que je pense que des jeunes comme nous, des jeunes chrétiens, ont un peu la responsabilité d'entrer en lutte et en résistance en disant non, en fait, le christianisme, c'est pas ça. Et c'est là que se situe l'enjeu. Mais effectivement, il y a un terrain de lutte nouveau et avec des croisements parfois très surprenants parce qu'on voit des identitaires qui n'étaient pas du tout des militants chrétiens faire alliance avec des tradis. Enfin, c'est des gens qui, il y a 15 ans, ne se parlaient pas, voire se détestaient. Et là, il s'opère vraiment des croisements très surprenants. Très pauvre du point de vue intellectuel et très déprimant pour des historiens des idées radicales parce que franchement c'est des espèces de mélange de tout et n'importe quoi idéologique, mais reste que ça fait des forces inquiétantes et une récupération du christianisme qui moi m'inquiète. Et je pense peut-être il faut dire qu'il n'y a pas que l'extrême droite qui influence dans l'Église, c'est-à-dire que toujours dans cette logique de l'Église est en train de perdre sa place, dans la réaction de panique, il y a un accueil assez large qui est fait à tout ce qui semblerait marcher. C'est-à-dire que, pour donner un parallèle, l'idéologie néolibérale aussi, elle marche très bien dans l'Église. Quand il n'y a plus de sous dans l'Église, en tout cas l'Église de France, que c'est un petit peu la panique partout sur comment gérer les paroisses, les chefs d'entreprise qui arrivent pour conseiller dans les diocèses sur comment gérer l'Église comme une entreprise, ça marche hyper bien aussi. Et du coup, les influenceurs cathos d'extrême droite qui défendent la religion catholique comme une espèce de religion justement qui est une arme dans leur espèce de reconquête civilisationnelle, comme dit Théo, totalement fantasmée, si ça marche sur des jeunes, alors que l'Église est désespérément en quête de rejoindre des jeunes, c'est peut-être pas si grave, quoi. Du coup, non seulement, oui, il y a une entrée qui est possible à partir du moment où on a l'impression que le format qui est proposé marche relativement bien, et elle est rendue possible aussi, et ça je pense qu'il faut le dire, par une lâcheté politique des évêques qui laissent passer beaucoup de choses par évitement du conflit et par justement volonté de trouver ce qui fonctionne, la recette magique qui permet de rejoindre des jeunes, quoi. Dans le chat, je vous ai mis le lien d'un article de Pierre Plotu et Maxime Massé. J'y pensais au moment, Théo, quand tu parlais de la venue des identitaires et comment ils se sont opportunément convertis finalement au catholicisme. Pierre Plotu et Maxime Massé ont écrit à ce propos. Je vous ai mis le lien de l'article dans le chat. Là, c'est ce que vous voyez apparaître sur votre écran. J'avais une question aussi en préparant l'émission et en lisant certaines de vos interviews à tous les deux. Une question assez simple finalement. Est-ce que pour vous, on peut être, normalement, est-ce qu'on peut être chrétien et d'extrême droite, ou est-ce que ça vous semble être des valeurs complètement antinomiques ? Moi, je répondrais de manière tête lâche, mais pour dire que le christianisme, c'est pas des valeurs. Le christianisme, c'est la foi en Jésus-Christ et en la résurrection, en la vie après la mort. Je peux pas me permettre de dire qu'une personne que je croiserais dans la rue et qui me dit je suis chrétien et je suis d'extrême droite, je ne pourrais pas me permettre moi de lui dire non, tu n'es pas chrétien, parce que c'est une chose qui est profondément intime et qui est liée à des convictions profondes. Maintenant, sur le terrain politique et du christianisme au sens d'idées initiées par la vie de Jésus-Christ, il me semble que la figure de Jésus-Christ, les actions de Jésus-Christ et le message et la parole qu'il a relayée sur la terre sont en contradiction évidente et totale avec ce que porte l'extrême droite historiquement. Et c'est pas pour rien qu'on a quand même des églises catholiques et chrétiennes qui ont résisté au fascisme un peu partout, souvent avec des arguments qui étaient quand même très proches des évangiles. A contrario, quand des églises ont collaboré avec le fascisme, elles se sont souvent éloignées de l'évangile et elles ont plus défendu un espèce d'ordre moral ou un ordre chrétien qui serait plus historique que finalement fidèle à Jésus. Voilà, ça c'est mon point de vue sur la chose. Et je rejoins vraiment ce que ramène Théo. Pour moi, la question sur si on se base sur la question de l'évangile, elle est claire, elle est sans appel. Mais
j'avoue que je suis souvent insatisfaite. Je vois très souvent passer un reel sur Instagram, tu vois, des gens qui tiennent des propos d'extrême droite en rattachant ça à leur religion, et puis les gens en dessous vont commenter, et c'est souvent d'ailleurs dans les top commentaires. Je pourrais presque parier d'ailleurs qu'il doit y avoir des choses là-dessus dans le live à l'heure actuelle, mais ils n'ont jamais vu l'évangile, lu l'évangile ou quoi. Et oui, je suis dans une certaine mesure, je suis d'accord, mais c'est trop simple, déjà parce que ça nie toute l'histoire de l'Église institutionnelle, et c'est quand même beaucoup là-dessus que se reposent les gens, et son hégémonie dans la société, le pouvoir qu'elle a eu pendant des siècles, et c'est de ça dont les personnes sont nostalgiques aussi. Donc le catholicisme en soi repose, leur vision du catholicisme repose beaucoup là-dessus, et aussi il y a des penseurs d'extrême droite catholiques qui font le travail de légitimer les positions et d'aller travailler dans les textes, quoi, de dire quand on dit faut aimer ton prochain, oui, mais ton prochain c'est ton proche, et du coup c'est un vrai travail, on peut pas juste se contenter de dire non mais il faut lire l'évangile, en fait ça demande quand même un certain travail d'être en capacité de répondre pour démonter ces idées là, quoi. Je prends une remarque qui était que j'ai vue dans le chat là tout à l'heure, qui est un témoignage. Si jamais vous voulez rebondir dessus, vous n'hésitez pas évidemment. Il était assez rigolo en fait, je trouve. Quelqu'un nous dit trop marrant. Il y a longtemps, en 1969, mes parents de droite m'inscrivirent à la paroisse locale au cours de catéchisme. Mes parents n'eurent pas de chance. Le curé, du coup je l'ai raté. Le curé de la paroisse était un communiste révolutionnaire qui faisait des sermons anticapitalistes enflammés à la messe. Est-ce que vous avez envie de rebondir là-dessus ? Moi, je veux bien y aller pour l'Action catholique, là, c'est trop tentant. Tu m'as présenté tout à l'heure en disant que j'étais présidente du MRJC, le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne. Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, c'est un mouvement d'action catholique. L'Action catholique, c'est un courant dans le catholicisme social, donc déjà le catholicisme qui est marqué par cette idée qu'il faut s'engager pour transformer la société de manière à ce qu'elle soit plus égale, plus égalitaire, et qu'il faut prendre en tout cas au sérieux les inégalités sociales. Et l'Action catholique, c'est vraiment à l'intérieur ce courant qui se revendique comme étant dans l'action, et qui dit, pour traduire le plus simplement possible, notre foi, elle se vit pas seulement en faisant des prières dans les églises, notre foi, elle se vit concrètement en agissant pour transformer la société, quoi. Et aujourd'hui, l'Action catholique, c'est un mouvement, c'est un courant qui est extrêmement minoritaire et marginal dans l'Église, ignoré et très peu connu d'ailleurs de tous les prêtres qui sortent du séminaire aujourd'hui et qui n'en ont quasi jamais entendu parler, pour dire pas du tout entendu parler. Or, en effet, à cette période-là, les prêtres ouvriers, les prêtres de l'Action catholique qui défendaient vraiment des idées révolutionnaires, quoi, et notamment aussi qui s'appuyaient sur la théologie de la libération. J'en profite pour dire d'ailleurs qu'il y a un film qui est sorti récemment qui s'appelle L'Évangile de la Révolution. L'Évangile de la Révolution qui s'intéresse à la question de la théologie de la libération. Très bon article de Libé sur ce film documentaire d'ailleurs. En plus. Merci pour cette publicité. C'est et gratos. qu'il ne faut pas hésiter à aller voir. Mais tout ça pour dire qu'en effet, on n'est pas à l'heure actuelle, nous les cathos de gauche, en train d'inventer le catholicisme de gauche. Il y a vraiment toute une histoire derrière nous et qu'il s'agit aussi de mettre en valeur parce qu'elle est assez inspirante, quoi. Théo, tu voulais rebondir là-dessus, toi, ou... Je suis complètement d'accord avec Manon, et ça nous ramène à un enjeu fort pour aujourd'hui, c'est-à-dire en fait, au-delà de dire Jésus est de gauche, Jésus est de droite, de simplement relégitimer une pluralité politique dans l'Église catholique, et pas simplement, comme on fait depuis, on va dire, au moins 30 ans, c'est-à-dire de considérer comme naturel et profondément en accord avec le catholicisme la position conservatrice en politique, et tout simplement de rappeler qu'il y a une histoire riche et variée du christianisme en politique, et de débattre sainement sur cette base. Mais là, on est quand même à un stade où, globalement, si vous surgissez avec une proposition chrétienne plutôt marquée, même pas à gauche, mais sur des valeurs écologiques, sociales ou féministes, vous êtes traité d'hérétique. On en est quand même globalement dans le contexte catholique français, en tout cas dans son contexte sociologique le plus restreint, et il y a un enjeu à casser ça. Est-ce que c'est pour cela que tu as cofondé la revue Le Cri ? Ouais, on dit que c'est un magazine parce que ça va être un truc très sympa et très simple à lire. Une revue, ça fait un peu peur. En plus, ça sera moins cher qu'une revue. Mais ouais, moi je suis cofondateur du CRI, donc c'est un magazine chrétien joyeux et radical qui va sortir le 30 octobre en kiosque. On est en pleine campagne de crowdfunding sur lecri.media. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Après, vous êtes abonné à Libération, évidemment. Et oui, c'est un de nos enjeux très forts, c'est-à-dire de relégitimer, d'accompagner en fait une génération de jeunes chrétiennes et chrétiens qui vivent
pas du tout comme une contradiction, mais au contraire comme une chose qui va ensemble, c'est-à-dire d'être à la fois chrétien ou chrétien et de vivre pleinement sa foi, et en même temps de vivre pleinement ses engagements dans la société. C'est des choses, c'est des engagements qu'on observe, c'est une jeunesse qu'on observe vraiment de plus en plus de nos jours, on pourra en parler, et nous on veut l'accompagner, la confirmer dans ses intuitions, lui rappeler l'histoire dont elle peut se revendiquer, qui est cette riche histoire du christianisme à gauche dont on parlait, et voilà, c'est effectivement une de nos intuitions. Et justement, là tu le dis, quand vous parvenez là pour l'instant à lever plus de 100 000 euros grâce à votre campagne de crowdfunding, est-ce que pour toi c'est un motif d'espoir de se dire justement oui en effet il y a des chrétiens de gauche ou en tout cas en faveur du progressisme, de l'écologie, du féminisme? C'est marrant que tu dises de gauche parce que pour beaucoup d'entre eux ils sont de gauche sans le savoir ou sans vouloir le dire. Pour une raison très simple qui est grandissant dans le catholicisme actuel, en général ils viennent de familles plutôt à droite. Simplement, la socialisation catholique, elle est un peu de notre côté. Là, je vous dévoile les coulisses stratégiques. En gros, la socialisation catholique, elle est de notre côté. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes un jeune catholique, on vous apprend, on vous envoie chez les scouts, on vous apprend qu'il faut faire le bien dans la société et servir le bien commun. Quand après, vous avez 20 ans en 2025, que vous êtes sur Instagram, que vous mangez du contenu écolo, social, féministe, très rapidement, en fait, non seulement vous allez vous dire, ok, en fait, peut-être que ma foi peut être en adéquation avec ces idées de gauche, mais en plus, comme on vous aura appris que quand on fait un truc dans la vie, il faut y aller à fond, parce que ça, c'est quand même un truc plutôt positif, je trouve, de la socialisation catholique, et du coup, vous allez y aller à fond. Et donc, vous allez vous convertir assez radicalement à ces idées-là et vouloir les défendre. Et c'est pas pour rien que dans les partis politiques de gauche, on a beaucoup de chrétiennes et chrétiens. C'est pas pour rien que dans les ZAD, il y a aussi beaucoup de chrétiennes et chrétiens qu'on voit de plus en plus et qui s'assument aussi un peu de plus en plus. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui est là, qui est de notre côté, un phénomène qui est un peu à bas bruit et que nous, on veut essayer de visibiliser, quoi. Et toi, Manon, donc avec le mouvement de la jeunesse rurale chrétienne, je lisais dans une de tes interviews qu'en novembre 2024, vous aviez organisé une journée de réflexion sur la montée des idées conservatrices en ruralité, en France et aussi au Brésil. Pourquoi est-ce que vous aviez organisé ça ? On avait organisé ça en partenariat avec le mouvement des Sans-Terre au Brésil, donc, qui est un mouvement aussi assez vieux et qui puise ses racines dans la théologie de la libération, et avec qui on est partenaire, parce que c'est un mouvement rural, c'est un mouvement de travailleurs ruraux. Et on s'était partagé cette réflexion lors d'une rencontre que ça nous ferait du bien de réfléchir ensemble à quels sont les points communs qu'on observe dans la montée des idées conservatrices dans nos territoires ruraux, entre nos deux pays. Et sur les enjeux de religion, pour le coup, c'est assez intéressant au Brésil parce que c'est un petit peu différent. C'est plutôt justement le catholicisme, alors sans faire non plus des généralités parce que ça demande quand même un petit peu plus de nuances, mais en tout cas, on peut dire que au Brésil, le catholicisme est encore très fortement imprégné justement de la théologie de la libération, et c'est plutôt les mouvements évangéliques qui ont d'ailleurs largement participé à l'élection de Bolsonaro, enfin en tout cas à sa promotion, qui sont en train de grignoter du terrain et qui d'ailleurs livrent une guerre acharnée au campement du mouvement des Sans-Terre. Et ce qu'on observait ensemble, c'était, on se disait, mais ce que les mouvements évangéliques arrivent à faire et que nous n'arrivons plus à faire, c'est en fait répondre aux besoins des communautés rurales, c'est-à-dire la voisine qui est en galère, l'Église évangélique va immédiatement s'organiser pour répondre à sa galère et à son problème. Et c'est ce qui fait que ça va créer des systèmes de dépendance, et au bout d'un moment, tout le monde est embarqué. Et puis, en fait, on se pose même plus la question de pourquoi est-ce qu'on donne une somme astronomique toutes les semaines au pasteur qui s'est payé une magnifique voiture avec. Et en fait, on en est vraiment arrivé à la conclusion commune, même si nos réalités étaient différentes, qu'il y avait cet enjeu de justement s'engager dans nos communautés pour être dans ce rapport d'aide et d'entraide et de solidarité, de sorte à pas laisser la main aux conservateurs sur ces questions-là, quoi. On le disait au début là, avec ce chiffre de l'augmentation de la montée du vote pour l'extrême droite chez les personnes chrétiennes, un vote à l'extrême droite qui est même encore plus important justement dans la ruralité. J'imagine que Manon, tu peux parfois rencontrer des personnes qui votent à l'extrême droite, pour des partis d'extrême droite, y compris peut-être des personnes chrétiennes. Comment est-ce que toi, tu fais pour essayer d'exercer une sorte d'influence politique aussi sur elles? Comment est-ce que tu agis toi à ton échelle?
Et bah, du coup, ça a fait un autre volet du MRJC qui est plutôt notre... le MRJC, c'est un mouvement d'éducation populaire. Et pour moi, je mets une grosse partie de ce que je considère comme une partie essentielle de la solution politique à la montée de l'extrême droite, notamment rurale, sur la question de l'éducation populaire et de l'organisation entre pairs, PAIRS, pour en fait la politisation et avec une visée d'émancipation. C'est important pour moi de préciser qu'on politise pas les gens pour les politiser et qui pensent comme nous, c'est pas si c'est ça l'objectif qu'on vise, à mon avis on est à côté. Mais il y a je pense aujourd'hui que c'est vraiment ce qui manque, c'est des espaces où on peut échanger sur notre réalité personnelle, en fait de faire de l'intime, de partir de l'intime pour aller vers le politique et d'être en capacité de confronter nos récits entre nous, nos récits de vie, tout ce qu'ils ont de commun quand on vit au même endroit, qu'on grandit dans les mêmes conditions et d'être en capacité de mettre ça en relief avec les systèmes dans lesquels on vit et de comprendre quelle prise on a sur ces systèmes-là. C'est ça que fait l'éducation populaire et en fait pour moi c'est ça qui manque aujourd'hui parce que se rendre compte que on a des problèmes qui sont communs, que ce système-là, il n'est pas à notre profit, ça, les gens, ils sont tout à fait en capacité de le faire tout seuls. Je veux dire, les Gilets jaunes, vraiment, c'est la démonstration de ce truc-là, quoi. Il n'y a pas eu besoin que des gens viennent organiser politiquement quelque chose pour que ça prenne. Les gens étaient parfaitement en capacité de se parler entre eux, de mettre en rapport leur récit et de dire, mais en fait, ouais, on est dans la même merde ensemble, quoi. Mais la question, c'est comment ensuite on arrive à s'organiser pour transformer les choses à notre échelle aussi. Et je pense que oui, l'absence aujourd'hui d'éducation populaire, c'est un frein à ça. Tu veux rebondir là-dessus, Théo ? Non, je suis d'accord avec tout ce que Manon a dit. Mais d'ailleurs, c'est aussi pour œuvrer dans ce sens-là. J'imagine que tu as confondé la revue Le Cri. Quand on s'intéresse aux médias et aux personnes catholiques qui fondent des médias, ou en tout cas qui possèdent des médias, instinctivement, on pense peut-être plus actuellement à une figure qui fait beaucoup parler d'elle, mais qui est, je pense, à l'extrême opposé de l'échiquier politique par rapport à toi. C'est Pierre-Édouard Stérin, dont on aura l'occasion de parler un peu après avec Nicolas Massol, puisqu'après on reviendra sur l'enquête de Nicolas Massol, sur les déboires économiques actuels de Pierre-Édouard Stérin. Mais est-ce qu'avec cette revue, ce magazine, est-ce que vous voulez un petit peu être un anti-Stérin en quelque sorte ? J'ai été très rassuré par l'article de Nicolas Massol parce que si je comprends bien, finalement, Stérin n'a plus d'argent, donc on va être très vite débarrassé. Peut-être pas tout de suite, mais... Non, effectivement, nous, on a beaucoup dit ces derniers temps qu'on se lançait pas contre, parce que ça serait très triste de lancer un nouveau magazine, de dire voilà, on va accompagner cette nouvelle jeunesse chrétienne, engagée dans la société, lui donner plein de super sujets, lui donner des motifs d'espérance, etc. Voilà, ça c'est ce qu'on porte. Après, on va pas ignorer notre contexte. Et on va pas ignorer le fait que faire de la presse c'est très politique et qu'effectivement on va se positionner en faisant comme Libération des très bonnes enquêtes, en faisant en allant aussi nous sur le terrain religieux, c'est-à-dire en montrant en fait comme le Manon le disait très bien, il y a un discours ultra-libéral qui imprègne l'Église par ce genre de personnage, tout comme un discours de fascisation et effectivement il faut entrer en résistance par rapport à ça en déconstruisant certains discours, etc. Évidemment ce terrain pour nous c'est un enjeu majeur. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Bolloré à une époque, je pense qu'il y a une différence importante, c'est que ce terrain, son terrain de conquête c'est vraiment l'Église catholique, c'est-à-dire qu'en fait il a un projet pour l'Église catholique en France qui est un projet en fait de récupérer, là on l'a vu, les écoles catholiques, créer son propre écosystème d'associations qui financent, d'écoles de formation qui financent, des diplômes à droite à gauche, des médias dans lesquels il met des billes, etc., des campagnes de pub, enfin vraiment c'est redoutable et c'est très dangereux parce qu'effectivement dans une institution qui va mal, qui est, même si elle a encore des ressources, c'est une institution qui tourne au ralenti, qui est dans des déboires économiques compliqués, voilà, c'est une question complexe. Les questions économiques pour l'Église catholique, en fait un personnage comme ça fait un peu briller les yeux et c'est une tentation très forte et il va falloir nous une de nos ambitions c'est d'agir comme révélateur de là où la tentation va un peu trop loin et de secouer un peu tout ce petit monde là quoi, pour le dire un peu simplement. Est-ce que vous avez l'impression et est-ce que vous avez déjà des illustrations justement de l'influence que peut avoir Pierre-Édouard Stérin au sein de la communauté catholique française ?
Pour moi, une des illustrations, c'est que honnêtement, l'extrême droite, politiquement, c'était quand même... L'opposition à l'extrême droite était une forme de consensus dans l'Église catholique jusque dans les années 2000. Jean-Marie Le Pen n'avait quasiment pas d'électorat catholique en France, quasiment pas. C'était parcellaire. Aujourd'hui, le fait même qu'un homme d'affaires qui se revendique du catholicisme, dont le projet explicite et connu est d'amener le RN au pouvoir en France, et dans les milieux catholiques, une influence telle qu'il a aujourd'hui, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui a évolué. Et ce quelque chose, c'est à moitié de la politique, et à moitié aussi, je pense, de la stratégie financière, quoi. De se dire, cet argent, peut-être qu'on ne pourra pas s'en priver. Maintenant, tu veux... Je peut-être juste dire que, en tout cas sur les projets qui financent, là mon compagnon était cet été, il intervenait aux rencontres des jeunesses, de la jeunesse à Rome, et il recensait le nombre de projets dont les gens parlaient à table, etc., qui défendaient, et on se disait mais c'est sûr que derrière c'est ce terrain. À chaque fois, on sentait sa patte, quoi. Il y avait vraiment un truc où c'était certain qu'il y avait une bonne partie de l'argent qui avait été trouvé. C'était sûr, ça venait de lui. Et en fait, ce qui était, je trouve, en tout cas, ça nous a fait, on en a longuement parlé après, parce qu'on s'est dit, mais ce qui est hyper intéressant, c'est de noter les endroits où il va sur des terrains où on est totalement absent à gauche. Et notamment, je me rappelle d'un projet de rénovation un peu de toutes les... non seulement les vieilles églises dans les villages, mais aussi plus précisément un peu toute cette architecture typique de certaines régions qui sont en train d'être oubliées parce qu'on n'a pas les sous pour les entretenir, etc. Mais les gens, ils en sont fiers dans le coin. C'est une marque territoriale particulière. Il y a un attachement très fort, etc. Et du coup, d'aller sur ce terrain-là, et on voit très bien, ça flirte avec bien sûr une forme de traditionnalisme, mais en même temps, c'est un peu normal aussi que les gens soient attachés à ce qui fait la spécificité de leur territoire. Et donc, c'est très stratégiquement, c'est hyper intéressant, quoi. Et du coup, ça nous a quand même pas mal fait gamberger de nous, qu'est-ce qu'on a à dire sur ces questions-là, qui nous mettent un petit peu dans l'embarras souvent à gauche, quoi. Et puis, il y a un truc un peu pernicieux, c'est qu'ils financent aussi des trucs très cool. Non, mais c'est vrai. En fait, il y a des assos chrétiennes vraiment, dont on peut juger vraiment les actions positives qui sont aussi financées par lui. Évidemment, c'est pernicieux parce que ça nous est dès qu'on parle de ce terrain dans un milieu catholique, pas forcément d'extrême droite, voire même pas conservateur, on dit ouais, mais t'as vu, il finance ça, on peut pas tout jeter. Voilà, ça c'est devenu un argument très très fort. Et moi, je pense personnellement qu'il y a une stratégie derrière, qui est justement de devenir mainstream dans le catholicisme pour ensuite pouvoir le tirer vers lui. Et ça, c'est hyper dangereux. Je lisais aussi dans une interview, Manon, que tu disais je crois que Jésus me demande de suivre ses pas et d'entrer en résistance face à ses idées nauséabondes. Est-ce que tu peux développer cette idée que je trouvais intéressante? Ouais, ça fait un peu prophétique, là, dit comme ça, mais... C'est vrai qu'en isolant juste... Parle-nous de Jésus, Manon. On entend ses propres paroles, je dis, calme-toi. En tout cas, je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'on discutait au début de notre entretien, là, sur la question de qu'est-ce que dit l'évangile, c'est quoi être chrétien selon l'évangile. Moi, si je dois résumer vraiment de manière très très courte, c'est essayer au maximum de suivre le modèle que Jésus a présenté au monde et ses paroles et ce qu'il nous encourage à faire. Ce qui par ailleurs est extrêmement challengeant. mais du coup, à mon sens, en tout cas, moi je crois très fort que la question de les derniers seront les premiers, c'est pas juste comme ça des jolies formules, quoi. Que c'est un appel à des actions explicites pour que ça puisse advenir. Et là, ça part dans toute une discussion théologique de est-ce qu'on considère que le royaume de Dieu c'est sur terre ou c'est après, mais pour moi il est sur terre déjà, il commence ici, et du coup pour moi, être chrétienne, c'est en effet pas, ça dépasse. Finalement, ça nous aide à répondre à une des premières questions que tu nous as posées, quoi. Ça dépasse la question de qu'est-ce que je crois politiquement à partir de ma volonté de suivre Jésus. Il faut que je puisse non seulement incarner ça dans la société, mais que j'agisse véritablement pour rendre cette parole possible. Et du coup, ça implique de m'engager très concrètement pour que, justement, il y ait tout un tas de privilèges qui soient renversés. Ça
ça fait partie de ce que je considère, je le lis très fortement à ma foi, quoi. Tu t'inscris aussi là-dedans, toi, Théo? Oui, complètement. Moi, mon Jésus, le Jésus en tout cas que je découvre quand je lis les évangiles, c'est un Jésus libérateur, qui libère des oppressions finalement. Et effectivement, il renverse les puissants de leur trône. C'est quand même très fort dans les évangiles. Et ce rapport à la puissance, justement, c'est quand même, moi je trouve, une bonne réponse à l'extrême droite, dans le sens où le projet de Sterrin, c'est pas un projet de foi pour les Français, c'est un projet d'institution d'un ordre chrétien. Et un ordre chrétien, c'est une puissance. Et que fait une puissance? Elle sélectionne, elle opprime, etc. Bon, un ordre chrétien, c'est quelque chose qu'on a connu dans l'histoire, qu'on a appelé la chrétienté, et c'est quelque chose qui n'a pas créé le bien sur la terre, et qui n'a pas pris la suite de Jésus. Voilà, ça c'est... Pour moi, il y a un travail aussi historique à faire, effectivement, sur qu'est-ce qu'a produit l'institution catholique, en s'alliant avec les royaumes, enfin voilà, vous voyez bien de quoi je veux parler. Et là, on voit qu'il y a une tentation de défendre ça, qui me semble en contradiction avec ce que nous dit le Jésus historique, ce que nous dit le Jésus des évangiles, quoi. C'est vraiment important. Et c'est important aussi qu'on aille sur le terrain théologique, et c'est peut-être là que nous, on peut, dans cette lutte contre l'extrême droite dans la société, on peut avoir un petit apport. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des discours qui sont prononcés, ils sont politiques, mais ils ont aussi un sous-bassement théologique. C'est très intéressant ce que disait Manon quand elle parlait du royaume. Il y a un grand débat qui oppose les chrétiens de droite et chrétiens de gauche, si je dois symboliser. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que le royaume qui est promis, donc un royaume de justice, d'égalité, il est pour après la mort, ou il est pour ici et maintenant? Et est-ce que finalement suivre Jésus, c'est se dire si je fais des bonnes actions et que je suis bien la morale catholique, j'irai au paradis, donc j'atteindrai ce royaume après la mort? Ou est-ce que le royaume, c'est une invitation à ici et maintenant agir pour la justice? Voilà, ça c'est une grande opposition théologique. Ça peut paraître un peu geek, etc. Mais en fait, la politique, quand elle se réclame du christianisme, elle a toujours des sous-bassements théologiques profonds. Et je pense que c'est intéressant d'aller gratter pour comprendre les subtilités et pour mieux les combattre. Je vous relais aussi des petites questions dans le chat, parce que c'est vrai que j'ai pas rebondi tout à l'heure quand tu parlais des projets cool de Sterrin. Il y a des questions dans le chat qui demandent en fait des exemples. Il finance quoi comme action cool, Sterrin? Voilà ce qu'on nous demande dans le chat. Est-ce que tu as des exemples à donner? Et je rappelle, parce que si ça vous intéresse dans le chat, je rappelle qu'après Nicolas Massol viendra nous parler de son enquête sur les déboires économiques plutôt récents de Pierre-Édouard Sterrin. Donc restez aussi avec nous après. En fait, il y a plein d'associations chrétiennes qui ont été soutenues ces 10 dernières années par le Fonds du bien commun de Pierre-Édouard Sterrin, qui sont des associations chrétiennes qui ont pignon sur rue, qui viennent en aide au SDF, etc., etc. Et beaucoup de ces associations ont reçu un jour un chèque pour un projet particulier, machin. Alors là, ces dernières années, visiblement, les critères se sont quand même durci, et le critère politique s'est quand même un peu imposé de fil en aiguille. Et par ailleurs, là, avec la pression médiatique saine et justifiée qui s'exerce depuis maintenant, on va dire 1 ou 2 ans, il y a beaucoup d'assos qui refusent cet argent. Et on a vu d'ailleurs la Cato d'Angers, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui récemment a annoncé après une enquête qui révélait qu'elle touchait de l'argent de ce terrain, qui a annoncé finalement ne plus prendre cet argent. Ça montre que le journalisme sur ce terrain-là est très utile, sur ce terrain, si je puis dire. Un bon jeu de mots, ça pourrait être un titre de Libé. Exactement. Voilà. Ce serait quoi pour vous les chantiers et leviers prioritaires pour tenter de ramener les catholiques vers le progressisme, vers l'écologie, le féminisme, pour ne pas dire vers la gauche, mais vers ces valeurs-là en tout cas? Est-ce que vous identifiez des chantiers prioritaires? Je réponds, je laisserai Manon après. Pour moi, il y a beaucoup de jeunes qui se convertissent au christianisme, au catholicisme, de manière souvent très rapide. C'est un phénomène récent, souvent à travers des influenceurs qui produisent pas la pensée théologique la plus aboutie et la plus intelligente, pour pas parler de régression digne du 19e siècle pour certains. Voilà. Et je pense qu'il y a un fort enjeu en fait à rendre visible le fait qu'on peut être chrétien et penser plein de choses différentes, de plein de manières différentes, je pense qu'il y a une souffrance aussi chez beaucoup à sentir que la foi qui leur est proposée exclut certains aspects de leur vie précédente. Et ça, il y a une forme en allant dire si tu veux être un bon catholique, il faut faire ci, ça, se lever à telle heure, prier, ne pas faire ça, ne plus, avec des choses qui sont des reculs en arrière, mais phénoménaux par rapport à là où on est. On a quand même la chance dans l'Église catholique d'avoir eu des grands événements historiques comme Vatican II, qui finalement nous permettent d'être des citoyens pleinement engagés dans la société, et où la foi n'est plus réduite comme ça a été longtemps à une suite de règles à suivre. Et là, on a une forme de régression vers ça, et donc l'enjeu
pour moi, un des premiers enjeux, ça serait de montrer à ces nouvelles chrétiennes et chrétiens qu'en fait, on peut être chrétien de plein de manières différentes et que c'est OK d'être féministe et d'être chrétienne, par exemple, et que finalement, se convertir à Jésus ne veut pas dire oublier ce qu'on était avant, quoi. Ça serait un premier truc qui me ferait du bien si c'était réalisé. Manon, tes chantiers prioritaires? Je vais rebondir sur ce que dit Théo, parce que j'aurais répondu aussi cette question-là des jeunes qui se convertissent, parce que c'est vraiment un phénomène, je pense qu'il faut nuancer, parce que justement il faut le mettre en parallèle avec l'Église qui continue de se vider, et du coup pas s'imaginer que ça y est, c'est juste le renouveau complet de l'Église catholique. Faut doser, mais un des moteurs, c'est pour beaucoup de jeunes, notamment au lycée, c'est de comparer avec leurs camarades qui sont musulmans et qui, comparé à ce que eux ont connu du catholicisme dans leur socialisation, sont très à l'aise avec leur foi. Sont très à l'aise avec leur religion, sont très à l'aise avec la pratique de leur religion, et donc il y a un peu cette envie, c'est pas pour rien que les journaux ont beaucoup couvert l'année dernière le fait que soudainement à la messe des cendres les églises étaient pleines, alors que la messe des cendres, enfin je veux dire, c'est vraiment une des messes, pardon pour le vocabulaire, mais une des messes les plus chiantes de l'année, ça dure très longtemps, mais on ressort avec une petite trace sur le front, et donc on se balade dans la rue en ayant été identifié comme quelqu'un qui pratique sa religion, quoi. Et du coup, je pense qu'il faut prendre ça quand même au sérieux et se dire, il va falloir aller chercher ces jeunes et leur proposer autre chose. Mais justement, qui va les chercher? Et ça, c'est peut-être un point sociologique qu'on n'a pas trop fait depuis le début de cet entretien, mais si on regarde aujourd'hui qui sont les catholiques, on disait tout à l'heure que c'est difficile à nommer justement parce que c'est plus ceux qui vont à la messe tous les dimanches. Et justement, il y a un sociologue qui s'appelle Yann Raison-Duclosiou qui a pas mal travaillé sur les typologies de catholiques aujourd'hui. Et les deux blocs principaux qui constituent, si on suit ces travaux, je crois 45% et 26% du total, ce qui est donc quand même la partie écrasante, c'est des personnes qui ne fréquentent plus l'église de manière permanente. C'est plutôt des gens qu'on va trouver à la messe de Noël et pour des grandes fêtes de famille, voilà. Et c'est ce qu'on appelle les festifs culturels qui, eux, vont plutôt voter à l'extrême droite et vont plutôt être dans un rapport quand même de... continuer de se dire catholique justement dans une logique un peu identitaire, et il y a les saisonniers fraternels qui, c'est pas moi qui ai inventé les termes, qui sont, eux, pour le coup, ils aimaient bien le pape François, voilà, et même s'ils sont faiblement engagés dans la pratique, ont une tendance à aller plutôt vers des idées d'ouverture, voilà. Et du coup, ces personnes-là, en tout cas, aujourd'hui, ne sont plus dans les paroisses. Et moi, ma question, c'est un peu, on est énormément à avoir claqué la porte de l'église parce qu'on n'en pouvait plus de son immobilité, on n'en pouvait plus de un homme prêtre tous les dimanches à la messe qui est au centre de tout et qu'il n'y a pas de place pour les femmes, on n'en pouvait plus des scandales sexuels, on n'en pouvait plus d'abus. Il y avait tout un tas de raisons qui font qu'au bout d'un moment, on lâche. Mais qui va être présent dans les paroisses pour aller parler à ces jeunes qui arrivent et qui sont en demande, justement, en plus qui sont en demande d'un truc un peu clé en main, c'est quoi les interdits, c'est quoi les autorisations, etc. Et la religion, c'est pas ça, mais du coup, comment on en parle, quoi. J'aimerais bien vous relayer une petite question avant de conclure notre discussion, une petite question du chat de quelqu'un qui dit, mais donc pour revenir à Pierre-Édouard Sterrin, pense que les personnes comme moi sont des abominations. Je suis une personne transgenre. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'on pense, nous, des personnes transgenres? J'imagine que du coup c'est la question qui est sous-entendue par cette personne, oui en effet. Que la personne dans le chat me dise si c'était autre chose qu'elle voulait demander, peut-être qu'on a mal compris. Moi je pense qu'il y a un enjeu énorme pour la petite tendance dans les églises qu'on représente avec Manon, justement d'avoir ce discours du fait que la religion chrétienne est une religion d'amour et d'accueil inconditionnel, et que ça doit précéder toute prise de parole dans le christianisme, c'est-à-dire l'accueil de la personne telle qu'elle est et telle qu'elle dit qu'elle est, et d'acceptation de son identité, de reconnaissance et d'accompagnement, parce qu'en fait, le principal dans tout ça, c'est le message du Christ, et le message du Christ, il s'adresse à toutes les personnes, et je veux dire, de manière évidente à des personnes transgenres, mais également à des personnes qui commettraient des crimes, des fautes, enfin je veux dire, en fait, ce message-là du accueil universel, il concerne chaque personne là où elle est,
à l'instant T. Et ça, c'est vraiment le message magnifique et à mon sens révolutionnaire du christianisme. Donc de manière évidente pour moi, toute personne transgenre est aimée de Dieu et est amenée à suivre Jésus. Désolé si ça fait un peu trop catéchiste, mais c'est ce que je ressens profondément. Et par ailleurs, on a la chance aussi de pouvoir bénéficier de témoignages de personnes trans chrétiennes qui ont des parcours de foi qui sont vraiment extrêmement touchant, parce que avec un témoignage d'épreuve et de place aussi de la foi dans l'épreuve, enfin moi qui en tout cas quand je les ai entendus m'ont beaucoup touché. Enfin voilà, pour moi ces personnes sont, je sais pas quoi dire d'autre. Évidemment, je rejoins complètement ce qu'a dit Théo et en fait, je suis aussi contente que cette question arrive parce qu'on n'a pas eu le temps de nommer depuis tout à l'heure les enjeux de genre et sexualité qui, en effet, créent une panique morale complète dans l'Église. En tout cas, c'est énormément autour de ces enjeux-là que se cristallisent des tensions de la droite conservatrice et au MRJC, on en subit les conséquences. Enfin, le MRJC, il a organisé une Pride en rural et on s'est vu, du coup, sucrer tout l'argent qu'on recevait du diocèse à cause de ça. Donc on sait à quel point l'Église tient un discours extrêmement excluant et du coup juste pour compléter ce que disait Théo, quand on dit accueil inconditionnel dans l'Église, que ce soit clair parce qu'en fait ça aussi on va l'entendre partout dans l'Église, mais bien sûr vous êtes le bienvenu tel que vous êtes. En fait accueil inconditionnel ça veut dire véritable accueil, ça veut pas dire oui mais tu restes sur le banc et tu viens pas communier, ou oui, mais il faut quand même que tu comprennes que tu es un pécheur ou une pécheresse, mais c'est un véritable accueil inconditionnel. Et ça, il y a encore énormément de chemin à faire, mais du coup, il existe des espaces qu'on essaie de proposer dans l'Église. Il y a des associations LGBTQI+, on essaie en tout cas de créer des espaces qui soient le plus possible à l'abri de la violence institutionnelle de l'Église catholique. Et on fait au maximum pour en tout cas essayer de compenser comme on peut cette violence-là, quoi. Eh bien, merci pour cette note positive qui va conclure nos discussions. Évidemment, on vous réinvitera pour aborder tout ce qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ce soir. Je salue aussi dans le chat quelqu'un qui nous rejoint à l'instant, qui dit « Bonjour Libé, on vous aime, merci beaucoup ». N'hésite pas à rester avec nous, puisque tout de suite, Théo et Manon vont céder leur place à Pierre Plotu et Maxime Massé, journaliste à Libération. De quoi est-ce que vous avez envie de nous parler, vous, là, sur ce flash d'actualité ? On aurait pu commencer ce flash avec cette excellente enquête de nos collègues Nicolas Massol et Laurent Léger, là, qui nous parlent des mauvaises affaires du milliardaire d'extrême droite en croisade pour faire gagner son camp, Pierre-Édouard Stérin. Mais c'est le sujet de la seconde partie, c'est Nico Massol qui va venir en parler. On aurait pu aussi parler de ses liens avec la marge radicale, mais spoiler, Nico a aussi, et Laurent, pardon, ont aussi abordé ce thème. On va éviter d'être redondant. Et ce mois-ci, on a déjà aussi pas mal de choses à raconter en vrai, puisque l'extrême droite a fait parler d'elle, et notamment pour des attaques violentes en France. Et complètement, en fait, la marge radicale de l'extrême droite, elle n'arrête pas de sévir en France, et le mois de septembre a été marqué par plusieurs actes de violence, et ça a commencé en marge des manifestations du 18 septembre, notamment à Montpellier. Ouais, à Montpellier, on a donc une bande de militants d'extrême droite revendiqués, qui sont des groupuscules du coin et du stade pour certains, qui sont venus essayer de perturber la manifestation. Alors d'abord, ils ont pointé le bout de leur nez, ils ont très vite été protégés par la police, parce que les manifestants ont très vite reconnu qui c'était, il y a eu des clappings, etc. Il y a eu aussi un incident avec une observatrice de la Ligue des droits de l'homme. Donc il y a déjà eu des premières violences, mais surtout en fait ce qui s'est passé, c'est que un peu plus tard dans la manifestation, parce que cette bande elle a été exfiltrée par la police, mais elle a continué à traîner dans le quartier à la recherche justement de gens à agresser, et sur une terrasse, des témoins racontent, ils étaient installés et immédiatement, enfin c'est parti très très vite, et on a assisté vraiment à un lynchage de la part de ces militants. Quand on parle de violence d'extrême droite, vous avez aussi peut-être vu passer ces images, le chat que je vous montre maintenant. Alors ça se passe à Brest, avec une agression sur un bar, autour d'un bar de Brest, c'est ça ? Oui, voilà, ça se déroule dans la nuit de samedi à dimanche, à Brest, à côté de la place Guérin, qui est une place qui est assez connue comme une place de réunion de militants de gauche, et un peu sur le même modèle qu'à Montpellier, où la bande arrive et s'en prend à une terrasse. Là, on a un groupe d'une trentaine de militants
d'extrême droite qui déboulent en fait par une rue adjacente à cette place et qui attaquent une terrasse avec des barres de fer, des battes de baseball et des matraques télescopiques, et vraiment ils lynchent une partie des gens qui sont sur la terrasse. Ils ont pris soin de donner des coups de gazeuse avant pour surprendre les gens. Alors heureusement, une fois la fête de sidération passée, les clients du bar, ils arrivent à se défendre, à les repousser, mais on est quand même sur un épisode extrêmement violent. C'est des images qui sont quand même heureusement assez rares en France, mais qui arrivent quand même. Et ça a fait quand même 3 blessés sérieux, plus les gens qui ont été incommodés par les jets de gaz lacrymogène. C'est ça, et on pourrait croire que c'est uniquement un épisode de violence, une éruption comme ça, presque une bagarre de bande ou que sais-je. Non, c'est un lieu qui n'a pas été ciblé au hasard par des gens qui ont crié pour certains des slogans, ou en tout cas qui ont eu des remarques qui démontrent qu'ils sont bien d'extrême droite. Ils en sont pris à ce café qui est connu comme un lieu de gauche. C'était après un festival de musique punk plutôt fréquenté par des gens de gauche et qui revendiquent en tout cas des valeurs de gauche. L'enquête est en cours, bien sûr, mais on s'oriente bien vers un groupe de hooligans d'extrême droite. Et l'extrême droite, elle a aussi fait parler d'elle ailleurs en France, notamment dans l'Est, avec cette fois autour d'une fête du cochon. Oui, voilà. Alors tous les ans, le maire RN d'Hayange, qui s'appelle Fabien Engelmann, il organise une fête du cochon. Et tous les ans, il y a des artistes qui viennent se produire et on mange de la charcuterie dans une ambiance bon enfant. Mais il y a aussi dans cette fête du cochon des gens bien moins recommandables qui se présentent, et notamment cette année un groupuscule qui s'appelle Aurora Lorraine qui s'est baladé en fait dans cette manifestation culturelle avec des t-shirts qu'ils avaient fait pour l'occasion, sur lesquels on pouvait voir une tête de porc avec des lunettes de soleil en train de sourire, et ce slogan: plus de cochons, moins de moutons. Alors ça peut paraître une préférence culinaire comme ça, mais en fait non, c'est un dog whistle, comme on dit, d'extrême droite. Le cochon, comme les musulmans n'en mangent pas de façon religieuse, effectivement il faut le valoriser, et moins de moutons, ça renvoie effectivement à la fête de l'Aïd, au cours duquel les fidèles musulmans consomment du mouton. Donc c'est évidemment un message islamophobe. Un slogan clairement raciste même. Le maire de la ville, Fabien Engelmann, RN, a été interrogé par la presse locale, le Républicain Lorrain. Il a répondu « Ils ont été, je cite, un très correct, sans violence. Ce groupe n'a pas été dissous, il n'est pas interdit. Honnêtement, leur présence ne me dérange pas », a-t-il assuré. Il savait donc deux choses. Un, qu'ils étaient là. Deux, qui ils étaient. Et ce message, leur présence, ne le dérange pas. Est-ce que ça voudrait dire, Pierre et Maxime, qu'il y aurait des liens entre l'extrême droite radicale, violente, raciste, en tout cas qui s'affiche très clairement raciste, et les élus, parfois les représentants de partis politiques d'extrême droite? Et c'est vrai qu'on ose y croire, mais Libération a quand même produit au début du mois un article sur la campagne municipale de 2022 de Philippe Vardon. 2020, pardon. Donc celle qui a eu lieu pendant le Covid. Alors Philippe Vardon, pour ceux qui ne le remettent pas, c'est un militant d'extrême droite de longue date qui appartient à la frange radicale. Il a fondé le Bloc identitaire, qui a donné après Génération identitaire, mais dans sa jeunesse, il a été aussi un chanteur d'un groupe de rock nazi. Il y a une très vieille vidéo de lui où on peut le voir en train de chanter une chanson où autour de lui les gens font des saluts nazis. On vous épargnera cet extrait. Voilà, il a été investi quand même par le RN en 2020 pour les municipales, et on a un petit peu regardé ce qu'il y avait dans ses comptes de campagne et on a trouvé des choses plutôt intéressantes. Ouais, on y a passé pas mal de temps. C'est quand même 3 cartons, 2000 pages, énormément de documents. Alors il y a un peu de tout, hein, notamment mention spéciale à cette facture d'achat de lunettes espions qui permettent de filmer discrètement pour 75 €. Ça a été en partie remboursé, ça rentrait dans les dépenses de campagne visiblement, mais surtout à l'intérieur, ce que nous on a découvert et qui correspondait aussi à des révélations qui avaient été faites par nos confrères du Monde notamment, c'est un prêt de la part de Pierre-Édouard Stérin de 80 000 €. C'est plus d'un quart du montant total de la campagne. C'est un prêt qui est accordé en plus à la toute dernière minute de la campagne, donc qui permet vraisemblablement, en tout cas la question se pose, de boucler le budget. Et à quoi a servi cet argent? On a regardé aussi comment était dépensé l'argent dans la campagne. C'est pas compliqué. On a retrouvé un certain nombre de factures, nombreuses, pour des militants de groupuscules identitaires, voire de groupuscules néo-nazis, comme les Zouaves Paris, vous savez, ceux qui ont donné plus tard le GUD, qui est déjà interdit, et qui continue à militer. Voilà, cet exemple-là, il nous montre que, on a Pierre-Édouard Stérin qui donne de l'argent à Philippe Vardon avec son passé investi par le Rassemblement national, et qui dépense son argent dans cette campagne avec des militants identitaires et des militants néo-nazis.
Et en dehors de chez nous, l'actualité de l'extrême droite le mois dernier, ça a surtout été l'assassinat de Charlie Kirk, cet influenceur d'extrême droite qui a donc été tué lors d'une de ses prises de parole. Oui, effectivement, la mort de Charlie Kirk, elle a eu des conséquences mondiales. Alors, l'enquête est toujours en cours. On n'a pas toujours réussi à dessiner avec certitude les motivations et l'univers de l'auteur de l'assassinat. Par contre, pour l'administration Trump et pour Trump lui-même, c'est tout à fait clair. Charlie Kirk est un martyr de la cause trumpienne et il fallait absolument capitaliser sur cet assassinat. C'est ça, on a vu un hommage en grande pompe, on a vu une médaille qui lui a été décernée. Le Sénat américain a même décidé d'une journée nationale de commémoration en l'hommage de Charlie Kirk. Ce jeune influenceur d'extrême droite, opposition extrêmement radicale, est devenu un héros. Le héros de la droite trumpienne, qu'importe ses dérapages, sa mort de toute façon sert ce récit que porte Donald Trump, ce récit d'une vérité alternative qui voudrait que ce soit la gauche qui est terroriste, qui est violente aux États-Unis. C'est la gauche du chaos, les antifas qui d'ailleurs ont été déclarés terroristes, mais on l'a vu hier encore lors de son discours, Donald Trump il surfe à mort devant l'ONU, il surfe énormément sur ces clins d'œil, cette drague jusqu'à la droite européenne quand il nous explique par exemple qu'il promet l'enfer aux pays européens quand il parle d'immigration. Et effectivement, comme tu le disais Pierre, il y a un élément qui est quand même très important, c'est le fait qu'il ait pris cette décision de classer officiellement la mouvance antifasciste au rang d'une organisation terroriste, au même titre que Al-Qaïda, l'État islamique, ou tout un tas d'organisations, y compris d'extrême droite aux États-Unis. La liste est extrêmement longue. Et d'ailleurs, c'est pas inintéressant de noter que de nombreuses ONG ont travaillé sur les meurtres politiques aux États-Unis, et notamment l'Anti-Defamation League, qui est une organisation qui travaille contre le racisme et l'antisémitisme, et dans leurs stats, on se rend compte que 93% des meurtres à motivation politique aux États-Unis, en fait, ils viennent de l'extrême droite. Et juste sur ce point-là, on voit que d'autres gouvernements autoritaires d'extrême droite ont immédiatement embrayé. On a aussi une proposition de classement de la mouvance antifasciste aux Pays-Bas comme organisation terroriste. On a eu même le dépôt d'une résolution européenne également par l'extrême droite pour arriver aux mêmes fins. Il y a vraiment une criminalisation de l'antifascisme, alors que, y compris en France, c'est bien la mouvance d'extrême droite qui tue. Avec une difficulté aussi à classer. C'est quoi la mouvance antifasciste? C'est les gens qui se réclament antifascistes, ce sont les gens qui s'affichent comme, par exemple, les actions antifascistes en France ou dans d'autres pays. C'est quoi l'antifascisme? C'est clairement une proposition qui attaque la gauche directement. D'ailleurs, en France, la mort de Charlie Kirk a ému aussi, et la droite et l'extrême droite en ont justement aussi profité, là, comme vous l'expliquez dans d'autres pays, pour s'attaquer à la gauche aussi. Oui, on l'a vu en France, un grand front allant de la droite radicalisée, en passant par le Rassemblement national et ses alliés, jusqu'à la pire fachosphère, a forcément sauté sur cette occasion. C'est un outil de propagande. Alors, bien sûr, à la base, il y a un meurtre, un assassinat qui doit être condamné, un assassinat politique. Ça n'empêche que ça a été récupéré pour attaquer la gauche. On a entendu énormément de messages qui étaient pour rendre hommage à Charlie Kirk, mais surtout attaquer la gauche. Donc il y a bien une récupération politique. L'objectif, c'est de porter donc ce discours catastrophiste qui nous promet les feux de l'enfer si la gauche devait prendre le pouvoir, diaboliser les antifascistes, mais aussi, on en a parlé, réclamer des armes. Oui, c'est un petit peu la proposition des fous du bus du mois. En fait, après l'assassinat de Charlie Kirk, il y a 3 députés qui appartiennent au parti Identité et Liberté. Alors, c'est le parti de Marion Maréchal Le Pen qui est au Parlement français, qui est affidé au Rassemblement national. Alors eux, ils ont écrit à Bruno Retailleau, donc le ministre démissionnaire de l'Intérieur, pour demander une protection à ce qu'ils appellent les lanceurs d'alerte, qui sont en fait simplement les influenceurs d'extrême droite. Et dans cette proposition, il y a une petite partie qui est pas piquer des hannetons, puisque en fait il propose tout simplement de donner à ces influenceurs le droit de porter des armes pour, je cite, leur octroyer un moyen de protection et de riposte en cas de tentative de meurtre. En gros, c'est faire de la France une sorte de Far West plutôt que la France éternelle. C'est très texan. Et d'ailleurs, quand tu mentionnes ces influenceurs d'extrême droite, on a pu en voir certains lors de l'hommage à Charlie Kirk qui a été organisé à Paris, et en fait quelqu'un y fait référence dans le chat en disant que certains ont rendu hommage à Charlie Kirk avec des slogans « Je suis Charlie » pour Charlie Kirk, un slogan qu'on a pu voir aussi lors de cet hommage justement à Charlie Kirk. Oui, c'était même sur le visuel, sur les kakémonos qui étaient déployés sur place. Alors bon, on y a passé une tête, c'était vendredi soir, on avait mieux à faire, il faisait beau, mais
Il faut bien aller regarder ce qui se passe. On était dans un recoin du 8e arrondissement, ceux qui connaissent à côté du Grand Palais, du côté des quais de Seine, sur une espèce de petite contre-allée où la circulation d'ailleurs était même pas coupée. Les organisateurs revendiquent 1500 personnes. Très honnêtement, pour y être allé, s'ils étaient 200, honnêtement, on n'a pas eu besoin de sortir la calculatrice pour compter le nombre de gens. Qu'est-ce qu'on y a vu? On y a vu un public bourgeois qui correspondait au quartier, qui correspond aussi à la sociologie du vote, plutôt reconquête d'ailleurs, hein, de ce militantisme très chic, mais aussi pas mal de militants radicaux affirmés qui ont pu déployer sur place une banderole, qui étaient très bien accueillis par les organisateurs, qui passaient derrière la scène, qui passaient... voilà, c'est ça qu'on a vu sur place. Alors, c'est vrai que ça peut paraître parfaitement anecdotique et ça l'est en grande partie. Il faut quand même noter que le porte-parole de l'ambassade américaine était présent. Alors effectivement, elle est située extrêmement près, il n'a pas eu loin à aller, mais c'est quand même un événement où il y a eu un représentant officiel de l'administration Trump. Alors après, c'est vrai que quand on regarde le CV des autres intervenants, on descend quand même globalement en termes d'importance. On a effectivement beaucoup d'influenceurs d'extrême droite comme la transphobe Marguerite Stern ou Damien Rieu ou le collectif Nemesis qui ont pris la parole. Bon, alors qu'est-ce qu'ils ont raconté? Ils ont raconté en fait ce qu'ils racontent toujours, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien dire alors qu'en fait ça ressemblait plus à un plateau de CNews qu'à un vrai hommage. Il y a eu 3 fois l'hymne américain, ils ont chanté la Marseillaise, enfin c'est très 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 convenu, mais ce qu'on a surtout entendu en fait c'est plus fort parce qu'ils avaient des problèmes de sono en fait. Bon, alors c'est presque une bonne nouvelle finalement aussi, ce petit flop de cette cérémonie, mais est-ce qu'on pourrait finir avec une autre bonne nouvelle, messieurs, à l'international peut-être? Oui, alors juste c'est un flop, c'est une bonne nouvelle, mais par contre l'objectif qui était de faire des belles images, lui par contre il est rempli, notamment grâce aux médias amis, voire complices qui sont Frontières notamment, etc. D'ailleurs, dont le patron était annoncé parmi les prises de parole. Effectivement, il y a quand même des bonnes nouvelles, on peut s'en réjouir. On a notamment sur le front judiciaire au Brésil la condamnation de l'ex-président Jair Bolsonaro à 27 ans de prison, c'est quand même pas rien. C'est la première fois qu'un putschiste au Brésil est condamné. C'était pour sa tentative de coup d'État qui rééditait le coup de force des Trumpistes après sa défaite lors de la dernière présidentielle, enfin celle d'avant, pardon. C'était donc la défaite de Jair Bolsonaro face à Lula lors des élections de 2022, 27 ans de prison. Alors, plus anecdotique, enfin en tout cas plus près de nous, il y a Alain Soral qui a encore été condamné, donc plus d'une vingtaine de condamnations, et tu crois pas si bien dire, Pierre, puisqu'en fait il a été condamné pour des propos antisémites le 11 septembre dernier, et plus rare, pour un délit qu'on voit très très rarement devant la cour, c'est atteinte aux intérêts supérieurs de la nation. En gros, lorsqu'il y a eu la pandémie de Covid, il faisait des vidéos depuis la Suisse où il est réfugié, il s'est évidemment pas présenté à son procès, et en fait il avait appelé ses partisans à s'armer pour faire la guerre, et alors, il avait désigné un ennemi, évidemment les Juifs. Pour terminer ce petit flash info, peut-être un dernier point agenda avec vous? Oui, et après on vous laissera avec Nicolas, je sais que la foule le réclame, le chat doit crier son nom. Un point agenda, donc au mois d'octobre, enfin là, dans les prochains jours et à partir du mois d'octobre, il y aura des rassemblements, des manifs de groupuscules d'extrême droite, on peut citer Lyon, Rouen. Il y a aussi le procès pour prise illégale d'intérêt de David Rachlin, le maire de Fréjus par exemple, dès le 30 septembre au tribunal de Draguignan. Voilà, et le 30 septembre, c'est surtout une date importante puisqu'on aura le verdict dans le procès AFO. Donc AFO, c'est Action des Forces Opérationnelles, c'est un groupuscule terroriste d'extrême droite qui voulait s'en prendre aux musulmans. Ils avaient quand même, par exemple, prévu d'empoisonner de la nourriture halal ou de lancer des grenades sur des gens qui leur paraissaient être musulmans en Seine-Saint-Denis. Au terme de l'audience en juin, Libé avait énormément couvert, on y avait vraiment passé beaucoup de temps, le ministère public avait requis jusqu'à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt, donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où si la peine est prononcée et validée par le tribunal, le concerné part avec les menottes directement en prison. Bon, c'est pour un des prévenus qui est considéré, serait l'artificier formateur militaire présumé du groupe, qui a la particularité d'avoir comparu, c'est le seul dans un box parce qu'il est détenu dans une autre affaire a priori pas tout à fait très éloignée de ce qui lui était reproché, et les procureurs, parce qu'il y a 2 procureurs du parquet national antiterroriste, quand ils ont demandé cette peine de 5 ans de prison,
qui est la plus lourde de celles demandées à son encontre, en invoquant notamment le risque de récidive. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Et Pierre, tu ne Merci croyais pas si bien dur, puisque je lis dans le chat des Nicolas. Ton enquête, Nicolas, que tu as co-réalisée avec Laurent Léger, du service enquête de Libération, eh bien, s'intéresse aux déboires, peut-être que c'est un peu trop fort, mais aux difficultés peut-être économiques que rencontre Pierre-Édouard Stérin et son fonds d'investissement plutôt récemment. On va avoir l'occasion d'en parler. Pour commencer à parler de cette enquête, j'ai une question toute simple, peut-être un rappel quand même important. Est-ce que tu peux nous dire finalement qui est Pierre-Édouard Stérin ? Alors Pierre-Édouard Stérin, on commence à le connaître de plus en plus, puisqu'à côté de Vincent Bolloré, qui est le grand milliardaire qui finance un certain nombre d'activités d'extrême droite, surtout dans le champ médiatique, est apparu depuis 2-3 ans donc un autre milliardaire de moindre proportion, puisqu'il a moins de 2 milliards de fortune personnelle, ce qui est pas mal, ce qui permet de un peu plus que la mienne, par exemple. C'est un petit bas de laine qui va lui permettre de passer l'hiver. Donc Pierre-Édouard Stérin, c'est un exilé fiscal avant tout, donc il s'est évadé en Belgique après la victoire de François Hollande, et qui était relativement donc sous les radars jusqu'au moment où il a décidé de consacrer une partie de sa fortune à la victoire, à ses idées, qui sont d'abord en lien avec le conservatisme, voire la réaction, donc des idées catholiques plutôt traditionnalistes, réactionnaires. Donc c'est lui qui notamment a lancé la Nuit du bien commun, le Fonds du bien commun, qui sont en fait d'abord des initiatives dans l'ordre de la charité. Ce que dit Édouard Stérin, c'est que ce qu'il ne paye pas aux impôts, il le met dans la charité. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est politique. Et puis il y a un an, oui c'est 2024, le journal L'Humanité a révélé que Pierre-Édouard Stérin avait lancé un projet qui était lui métapolitique et politique dans le but de financer un écosystème en fait, à la fois économique et politique pour faire gagner ses idées de droite et d'extrême droite, de droite dure et d'extrême droite. Donc ça c'est Pierre-Édouard Stérin, on en parle beaucoup depuis un an, il ne fait rien pour empêcher qu'on en parle, et donc voilà, donc c'est un milliardaire financier de la droite extrême et de l'extrême droite, en gros. Est-ce qu'on peut dire que lui-même est d'extrême droite, Pierre-Édouard Stérin ? Alors, Pierre-Édouard Stérin, c'est compliqué parce que il est vraiment, véritablement à la jonction entre cette droite extrême et cette extrême droite. C'est quelqu'un qui, d'abord, est plutôt proche des milieux très libéraux, ultra-libéraux, qui se définit quasiment comme libertarien, donc qui considère que l'État doit être réduit à son plus simple appareil, quoi, et que c'est la charité qui doit prendre en charge le modèle social. Cependant, donc en fait, on va dire que ses premières amours vont vers des personnalités de la droite extrême, comme Bruno Retailleau, le conseiller de Bruno Retailleau, l'un des plus proches conseillers de Bruno Retailleau, qui s'appelle Jean-Baptiste Dehaat, a travaillé pour Pierre-Édouard Stérin. Pierre-Édouard Stérin aime beaucoup notamment Laurent Wauquiez, donc qui lui vraiment vient de la droite classique et proche de la droite extrême. Et il considère que le RN, par exemple, a le tort d'être un peu trop social, de ne pas vouloir faire la chasse aux chômeurs, aux bénéficiaires du RSA. La retraite, la réforme des retraites que propose le RN lui semble dangereuse. Bref, il considère que Marine Le Pen est socialiste. Le problème de Pierre-Édouard Stérin, c'est que son bras droit, son plus proche conseiller, François Durvy, qui est aussi directeur général de son fonds d'investissement Otium, est conseiller économique de Marine Le Pen, un très proche de Marine Le Pen, quelqu'un qui travaille sur le programme économique de Marine Le Pen, et que, sous son impulsion ou pas, Pierre-Édouard Stérin a financé, via des prêts, pour lesquels d'ailleurs il est mis en examen, des enquêtes sont ouvertes, il a financé des candidats du Rassemblement national pendant, par exemple, les municipales de 2020. Alors, tout à l'heure, j'entendais que mes chers collègues parlaient de Philippe Vardon. Donc, mes collègues ont mis au jour le fait qu'il avait fait un prêt de 80 000 € pour la campagne municipale de 2020 de Philippe Vardon. Il y a aussi des prêts de Stéphane Ravier et des petits candidats RN pour lesquels une enquête est ouverte sur financement de campagne déguisée, etc. Par ailleurs,
Donc c'était récemment, Pierre-Édouard Stérin est apparu dans une vidéo de l'Institut du Bon Pasteur. Donc l'Institut du Bon Pasteur, c'est un institut qui est relié à Rome, mais qui est très très proche, enfin qui est traditionnaliste, et qui est vraiment très proche de l'extrême droite, dans lequel il a dit qu'il fallait il fallait favoriser une politique nataliste et qu'il fallait faire plus de, je cite, bébés de souche européenne. Donc on voit bien que tout pro-business qu'il est, et tout venant d'un milieu de droite, on va dire catho, réac classique, en fait il est racialiste. Et d'ailleurs, donc voilà, bébé de souche européenne, c'est clair, quoi. Et d'ailleurs, ce qu'il finance, les initiatives qu'il finance sont de plus en plus liées à l'extrême droite, voire à l'extrême droite radicale. Donc on n'est pas obligé de s'embarrasser avec ces distinctions. On peut dire que ouais, il est carrément d'extrême droite. Merci pour cette définition, voilà. Ces précisions. C'était long. Quand on parle de Pierre-Édouard Stérin aussi, on a entendu parler de son projet dit Périclès. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Attendez, je me perds toujours dans oui, parce que acronyme. Oui, c'est un acronyme. Alors, c'est un acronyme, Périclès, donc ce stratège grec que l'on connaît tous. Donc, c'est en fait un acronyme qui veut dire patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européen, souverainiste. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un attrape-tout. Donc, lui, Stérin, il est plutôt ultra-libéral et chrétien. Mais l'idée, c'est vraiment d'englober tout cet écosystème qui va de Philippot, du Pont-Aignan, jusque quasiment à des nazis, quoi. Donc vraiment c'est cette espèce d'union des droites qu'il essaye de faire. Donc alors Périclès, qu'est-ce que c'est ? Périclès, c'est d'abord un affichage qui a été éventé, mis au jour, révélé par l'Humanité en 2024, qui vise en fait à donner une enveloppe sur 10 ans d'engager 150 millions d'euros en 10 ans, à peu près 20 millions d'euros par an, pour financer des startups incubées, financer mais alors dans le domaine politique, donc ça peut être de la formation aux élus, ça peut être des petits médias, ça peut être aussi des influenceurs, ça peut être un certain nombre de choses. Donc c'est vraiment ça. Et donc, c'est 20 millions d'euros par an engagés. Il y a l'affichage qui fait peur. On se dit 150 millions sur 10 ans, 20 millions d'euros par an. Bon, il faut savoir raison garder. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et Pierre-Édouard Stérin ne donne pas son argent comme ça, ne vide pas ses poches comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui sait compter. Et donc, en fait, ces 20 millions par an, ils sont loin d'être dépensés. On est plus autour, alors Périclès ne veut pas donner les chiffres, mais on est plus autour d'1 million par an et parfois 10 millions engagés sur 10 ans. Vous voyez ? Donc il faut vraiment remettre ce projet à sa juste mesure. C'est beaucoup d'effets d'annonce, c'est quelque chose qui a créé dans tout l'écosystème d'extrême droite une fébrilité, quoi. C'est-à-dire qu'enfin on pouvait se faire financer, etc. Donc, mais qui reste quand même globalement pour l'instant une bulle médiatique où en fait une bulle médiatique au sens où il a réussi à communiquer, ou alors la peur qu'il a créée a fait que, par exemple, quand il mettait 5 000 euros quelque part, tout de suite, il prenait possession de ça. C'est pas ça, Pierre-Édouard Stérin. Périclès, c'est pas ça. Ce qui, moi, m'intéresse aussi, parce que ça crée un sentiment de déception aussi dans la mouvance extrême droitière, qu'il a vraiment prise comme la poule aux œufs d'or. Donc déjà, voilà, donc je préfère aussi rassurer nos Twitchers, je sais pas si on dit Twitcher, mais... Streamer. Non, viewer. Ok, viewer. Streamer, c'est nous, pardon, je suis vraiment de la presse... C'est vrai, il n'y a pas de mal. C'est une génération. Voilà. Bon, bref. Non, donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc, rassurons-nous, comme beaucoup, c'est pas le premier financier d'extrême droite qui promet d'allonger du pognon et qui ne l'allonge pas. Avant lui, il y a eu Charles Bec-Bédé, il y a eu Charles Gave. C'est des gens qui ont quand même des oursins dans les poches, pour une raison simple, c'est parce que il n'est pas si riche que ça, même si 2 milliards, c'est riche, mais bon, on en viendra après. En revanche, il finance quand même un certain nombre d'initiatives et d'influenceurs, voire d'influenceuses. Par exemple, les Némésis, dont on parle pas mal à Libé, qui sont un collectif de jeunes femmes qui, à la base, se présentaient comme des jeunes femmes féministes, mais de droite, et aujourd'hui s'embarrassent de moins en moins avec les questions de féminisme et sont plus uniquement dans la dénonciation des étrangers ou des immigrés non européens qui sont accusés de toutes les violences sexuelles.
parfois même ne parlant que d'immigration et pas du lien entre l'immigration et les violences faites aux femmes. Donc elles sont plusieurs en fait à recevoir un équivalent temps plein de ce terrain. Il y a l'influenceuse un peu tradwife, Thaïs Descuffon, qui est une ancienne de Génération Identitaire, dont elle était l'égérie, qui fait des vidéos pour expliquer, donc sur le modèle des tradwives, que globalement les femmes doivent rester à la maison, accepter que les hommes les trompent, accepter que les hommes sont différents des femmes, et que c'est-à-dire que si un homme a plusieurs partenaires sexuels dans sa vie, c'est bien. Si une femme en a plusieurs, ce qu'elle appelle le body count, c'est mal, qui est elle une raciste, qui le dit clairement, hein, c'est une suprémaciste, hein, elle est contre le métissage, donc il y a un certain nombre de choses que voilà, donc elle est financée, en tout cas elle l'a été. J'essaie de savoir si le financement s'est arrêté. Donc voilà, il y a eu plusieurs choses. Ce terrain a mis. Alors vous avez autre chose, par exemple, vous avez c'est quand même pas mal. Enfin, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que c'est pas rien. Ce que je veux dire, c'est que en première partie, j'ai voulu un peu faire redescendre le soufflet. C'est pas 20 millions, mais en fait, avec quelques bouts de ficelle et avec quelques milliers d'euros, vous pouvez avoir de l'écho. Par exemple, il va financer l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, l'OID. Donc qui en fait publie des études qui se veulent sérieuses sur l'immigration, sur la démographie, dans le but à chaque fois de relier, de contourner l'interdiction des statistiques ethniques, et donc en fait d'essayer de compter les immigrés selon leurs origines nationales. Eux, ils essayent de ramener ça aux origines ethniques, montrer le vrai coût de l'immigration, etc. Voilà. Bon, ces gens-là, en soi, ils publient des notes, mais surtout, ils ont une chambre d'écho importante dans le monde de Bolloré. C'est-à-dire que ces gens-là sont toujours sur CNews, ils ont des interviews, leurs études sont reprises soit sur Europe 1, soit sur CNews, soit dans le JDD, qui appartiennent tous à Bolloré. Le Figaro s'en sert beaucoup, Le Point aussi, donc même en dehors donc de Bolloré. Et donc en fait, c'est pas grand-chose, mais avec la chambre d'écho qu'est Bolloré, c'est pas rien. Ouais. Voilà. Il y a aussi un institut de sondage, enfin pas un institut de sondage, mais une structure qui s'appelle Hexagone, qui fait des études et qui commande des sondages. Voilà. Et en fait, les sondages, la question que vous posez, etc., et puis l'écho en fait que ça prend dans la presse peut permettre d'orienter le débat. Donc en fait, voilà, évidemment qu'il influe sur le débat, c'est important, c'est à prendre au sérieux. Et donc voilà, donc ça c'est Périclès en gros. Et donc c'est son objectif, c'est de se servir de son argent pour influer et influencer l'opinion publique, voilà, et le débat politique de notre pays. C'est ça, ouais. Et donc ce que tu racontes aussi là avec Laurent Léger, donc dans cette enquête sur donc les déboires économiques de Pierre-Édouard Stérin, tu parlais de certains médias, par exemple des petits médias qui sont financés par Pierre-Édouard Stérin via Périclès. Il y a notamment le cas de Radio Courtoisie, donc c'est une petite radio d'extrême droite, et donc ils ont fait leur rentrée là en août, je crois fin août. Et donc ils attendaient en fait eux là cette année par exemple un virement de Périclès qui n'est pas arrivé, c'est ça ? Alors voilà, donc ça fait partie des révélations qu'on fait avec Laurent Léger. C'est Périclès ne communique pas sur tous les investissements qu'ils font, hein. Ils promettent de l'argent et nous, grâce à un travail d'enquête qu'on a fait, on a réussi à voir que Radio Courtoisie s'était vu promettre de l'argent. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient allés jusqu'au bout d'un processus de validation de business plan, parce que c'est des gens qui font de la politique comme ils font de l'économie, avec des business plans, avec des PowerPoint, etc. Donc c'est d'ailleurs ce qui est un peu reproché, mais bon, ils appliquent des logiques de finance et de financement de start-up à la politique. Les gens de Radio Courtoisie sont allés les voir, et au terme d'un long processus, ils se sont vus promettre une somme importante, plusieurs centaines de milliers d'euros, dont le premier virement devait arriver en juillet. Ce virement n'est pas arrivé, il n'est toujours pas arrivé, et Radio Courtoisie avait engagé en fait des travaux de ses studios, l'achat de nouveaux matériels, etc. Et donc nous, ça nous a mis un petit peu la puce à l'oreille. C'est-à-dire que ce grand financier de l'extrême droite qui ne verse pas... voilà, donc en fait, moi, mes premiers capteurs que j'ai eus sur la santé financière de Pierre-Édouard Stérin, ils viennent en fait de la mouvance d'extrême droite, où en plus de Radio Courtoisie, j'ai eu plusieurs exemples, plusieurs remontées de virements qui n'étaient pas virés, de versements qui n'étaient pas virés, et donc je me suis dit, bon tiens, c'est bizarre quoi. Et en fait, en remontant de ça,
en remontant, en tirant le fil, je me suis aperçu que l'argent de Périclès, donc Périclès, le projet politique d'Édouard Stérin, il vient de Pierre-Édouard Stérin, mais l'argent directement de Pierre-Édouard Stérin vient de son fonds d'investissement Otium, qui prend une partie du cash et de l'argent qui est dégagé par ses activités financières qui sont la plupart du temps apolitiques, parce qu'Otium sont là pour faire du business, et le réinjecte ensuite dans Périclès. À partir du moment où Périclès, où le robinet de Périclès se coupe, en remontant, je me suis rendu compte que il y avait peut-être des problèmes à Otium dans le business, et que tout ça conditionnait la bonne santé de son projet politique, quoi. Et donc ça signifie que le fonds d'investissement de Pierre-Édouard Stérin, Otium, est en difficulté financière? Alors, dire qu'il est en difficulté financière, c'est un bien grand mot. Ce qui est sûr, c'est que il a des problèmes de liquidité. C'est-à-dire que c'est un fonds, Pierre-Édouard Stérin pense qu'il ne faut pas avoir d'argent dormant, donc l'intégralité de sa fortune, ou presque, est investie. C'est-à-dire que ce sont des actifs. Quand il est valorisé, sa fortune à peu près est valorisée à 1,7 milliard, et tout ça, ce sont des actifs. Donc c'est pas de l'argent frais, c'est pas de l'argent qu'il a dans les poches, c'est de la valorisation d'entreprise, de boîte. Et le modèle économique d'Otium, ce fonds d'investissement, c'est de fonctionner avec un minimum de liquidité. Dès que vous avez de la liquidité, vous l'injectez, soit dans Périclès, soit dans d'autres entreprises. Vous faites des achats, etc. Otium traverse une passe difficile parce que ils ont... ils ont un certain nombre d'emprunts, donc ils ont un niveau d'endettement qui est assez élevé, plusieurs centaines de millions d'euros, ça c'est l'Obs qui le révèle, ils sont à peu près à plus de 400 millions d'euros de dette, donc en fait une capacité à emprunter et donc à avoir du cash qui est assez réduite, qui est totalement réduite, les banques, alors ça c'est quelque chose qu'on a du mal à prouver, mais que plusieurs sources en interne nous disent, c'est que l'argent coûte cher, les emprunts coûtent de plus en plus cher parce que justement le fonds ne va pas très bien. Les dividendes qui sont dégagés en fait de boîtes qui marchent sont en général réinjectés dans ces boîtes-là parce que le plus souvent ce sont des startups, donc elles ont besoin de s'autofinancer. Et le cash en plus en fait provient quasiment uniquement de la vente de boîtes. Ils ont raté plusieurs ventes, dont une qui sont les parfums Dossier aux États-Unis. C'est pas en lien avec les activités politiques de Stérin du tout, mais par contre, c'est partie de ces investissements apolitiques comme voilà, tu disais, qui sont vraiment pour le business. Voilà, c'est ça. Et donc quelque chose qui était censé lui rapporter beaucoup de cash n'a pas été vendu. Il y a une autre boîte dont c'est le cas. Donc concrètement, là, depuis 6 mois à peu près, quasiment un an, Otium tourne au ralenti. C'est simple. En 2024, donc l'année dernière, le fonds a investi 255 millions d'euros. Il prévoyait plus de 300 millions en 2025. Au premier semestre de 2025, ils n'ont engagé que 72 millions d'euros. Donc il est quasiment impossible que Otium parvienne à son objectif de 300 millions d'euros. Donc le fonds tournant au ralenti, c'est un peu chiant, mais bon, c'est du pognon, et le pognon, ça permet de financer, par exemple, Nemesis, que vous voyez en manif. Ouais. Donc, en fait, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et donc, comme ce fonds tourne au ralenti, Périclès tourne au ralenti. Il faut prioriser. Et clairement, Stérin priorise d'abord le business. Donc, c'est la raison pour laquelle l'argent n'arrive plus, ou peu, à Périclès. Oui, dans Périclès, ouais. Voilà. Et ces difficultés là, de son fonds d'investissement, est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a eu des erreurs stratégiques peut-être de la part de ses investissements à Stérin via son fonds d'investissement Otium Capital? C'est compliqué parce qu'en fait il y a une omerta, ce sont des milieux d'affaires, donc il y a beaucoup de gens qui sont mécontents à l'intérieur d'Otium, mais qui se taisent. Ils se taisent parce qu'ils sont en négociation pour partir, parce qu'ils espèrent, parce qu'ils ont des dettes. Et qu'ils attendent en fait que Otium leur rembourse ses dettes. Donc moi c'est ce que me dit une de mes sources, c'est personne ne parle parce que tout le monde a des dettes et tout le monde cherche à se faire payer. Image 7 qui est la boîte de communication d'Admeo a une ardoise chez Otium, quoi. Admeo, grande financière, grande responsable de la com de Sarko, de la droite, même de la droite, a une ardoise,
plein de gens ont des ardoises, donc en fait c'est compliqué de savoir exactement ce qui s'est vraiment passé. On peut considérer effectivement qu'il y a eu des choix stratégiques qui n'ont pas été faits, il y a peut-être eu des personnes qui n'ont pas été placées au bon endroit, on peut peut-être considérer éventuellement que François Durvy, donc, qui est à la tête de ce fonds, le directeur général de ce fonds, s'est plus occupé de politique parce qu'il est proche de Marine Le Pen, et que donc, notamment en 2024, il y a eu une dissolution et que lui il était peut-être plus occupé en fait à préparer son arrivée à Bercy que à faire du pognon pour son N+1. On peut aussi d'ailleurs il va partir lui, non Ouais, alors ça c'est une autre chose qu'on révèle. Ouais. C'est qu'au cours de l'été, un mail interne qu'on s'est procuré de Pierre-Édouard Sterrin annonce en fait que François Durvy, donc ce DG d'Otium, du fonds d'investissement de Pierre-Édouard Sterrin, va partir vers de nouvelles aventures. C'est-à-dire, et donc ouvre sa succession. Il va partir parce qu'en cas de dissolution, il va sans doute prendre un poste de député. Si le RN a la majorité absolue, alors il risque d'avoir un ministère. Et en fait, rien que ça, et donc Sterrin dit vers de nouvelles aventures, et il explique ça. Il explique donc à des gens qui sont des businessmen, des patrons de boîtes, des partenaires. Il leur explique que ce qui est sûr, c'est qu'en 2026, il va rejoindre la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Peut-être en cas de dissolution, il va se présenter, etc., etc. Et donc en fait, ça illustre un petit peu ce que c'est qu'Otium, qui est censé être un fonds d'investissement, et qui en fait est dans le flou total dans sa gouvernance, parce que c'est lié en fait à des activités politiques de son DG. On ne sait pas, et en fait nous ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'un tel mélange des genres en fait entre politique et business est assez peu commun, quoi. J'allais dire, c'est assez étonnant. Est-ce qu'on imaginerait d'autres hommes d'affaires français connus de premier rang mélanger à ce point politique et business? Il est de bon ton aujourd'hui. Alors évidemment, tous les milliardaires font de la politique, hein. Le fait même d'être milliardaire est une position politique. Évidemment, simplement, je pense que le patron d'un des family office de Bernard Arnault n'est pas conseiller de Macron. C'est-à-dire que lui, à la tête de ce family office-là, de ce fonds d'investissement, il est là pour faire du pognon. Il y a d'autres gens chez Bernard Arnault, chez Xavier Niel, ou même chez Bolloré. Alors Bolloré, il s'en occupe lui-même, mais bon, il a d'autres personnes, quoi. Là, c'est quand même assez étonnant de voir que le type qui est censé faire de l'argent, faire fructifier la fortune de Pierre-Édouard Sterrin, ne fait ça qu'à mi-temps, quoi, ou alors à un tiers-temps, parce que évidemment, il serait pas d'accord avec moi pour dire ça. Donc c'est assez particulier. Et ça peut-être on y reviendra après, mais ce mélange des genres, il est même visible à l'œil nu dans les locaux d'Otium. Ouais. Oui, c'est ce que vous avez publié aujourd'hui, ensuite de votre enquête. Mais juste pour revenir aussi là sur quand on évoquait les difficultés financières et peut-être certains problèmes de stratégie. Alors au-delà du fait que beaucoup de personnes ne veulent pas parler parce qu'elles ont leurs intérêts aussi qui sont impactés, parce qu'elles peuvent dire, et par leur relation directe avec Pierre-Édouard Sterrin et son fonds d'investissement Otium. Dans votre enquête, vous expliquez aussi quand même que certains financiers expliquent que les investissements de Pierre-Édouard Sterrin sont risqués depuis longtemps. Ils sont considérés comme risqués par le monde de la finance. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ça? Oui, alors bon, là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques parce que ça demanderait des explications économiques dont je ne suis pas forcément capable et dont nos viewers se moquent bien. Mais en gros, comment dire, le Pierre-Édouard Sterrin, c'est quelqu'un qui est une sorte de libertarien, et en fait, on ne peut pas lui enlever le fait qu'il applique quand même un peu ses idées dans la vraie vie, qui ne sont pas les nôtres, hein. Mais il applique quand même des idées ses idées dans la vraie vie. Par exemple, il prétend qu'il va déshériter ses 5 enfants. Bon, peut-être qu'il va essayer de le faire, mais en fait, on n'a pas le droit de déshériter ses enfants, donc ça a été repris dans la presse, pour montrer, regardez. Mais bon, enfin, ils vont vivre, hein, les bébés là, les bébés Sterrin, les bébés de souche européenne. Donc ça va. Non, en fait, tout le truc tout le modèle en fait économique de Sterrin, c'est que Otium, en fait, il n'a pas de fortune personnelle. C'est-à-dire qu'il n'a pas une branche, en fait, qui fait fructifier sa fortune avec son fonds d'investissement. En fait, toute sa fortune personnelle, c'est quasiment son fonds d'investissement. C'est aussi Smartbox, donc qui est en fait cette entreprise de coffrets cadeaux, peut-être que vous connaissez. Mais c'est comme ça qu'il a fait sa fortune. C'est comme ça qu'il a fait sa fortune. C'est l'entreprise donc de fameux coffrets cadeaux qu'on connaît à peu près tous, qu'il crée en 2003 et qui lui rapporte beaucoup d'argent. Alors, soit entre parenthèses, Bolloré c'est un industriel,
Donc c'est quelqu'un qui travaille sur la batterie, sur les ports, etc. Donc c'est de lourd. Smartbox, le modèle économique de Smartbox, je fais une petite insiste parce qu'il s'agit quand même de redire un petit peu les bases. Le modèle économique de Smartbox, donc c'est d'abord de prendre une commission sur les coffrets cadeaux, ok, mais c'est surtout, principalement, de prendre, comment dire. Enfin, je sais pas si nos viewers ont eu des coffrets cadeaux, mais il y en a plein qui les utilisent pas. Vous recevez un truc à Noël, vous l'utilisez pas, ça se périme et plaque. C'est ça le modèle économique de Smartbox. Donc en fait, le cash de malade qui a été dégagé par Smartbox pendant des années, ça vient du fait que les gens n'utilisent pas leur coffret cadeau parce que c'est un cadeau nul. Faut arrêter d'offrir des coffrets cadeaux, on ne sait pas où les utiliser, etc. Le problème de ce modèle économique là, c'est qu'on peut pas le prévoir. Ouais. Donc on peut pas prévoir combien de personnes vont être suffisamment feignantes pour pas utiliser leur truc. Donc voilà, donc en fait ça varie d'une année sur l'autre, et donc en fait c'est ce qui fait notamment qu'il n'arrive pas à vendre Smartbox. Ça c'est un autre papier que Libé avait fait, que Laurent Léger avait fait, qui révélait qu'il avait tenté de le vendre plusieurs fois et que ça n'avait pas marché. Pour continuer un petit peu à donner le smile, le sourire à nos viewers, Smartbox, le modèle économique de Smartbox, en plus, est en décroissance, c'est-à-dire que ça marchait bien il y a 10 ans, 15 ans, ça marche de moins en moins bien, le chiffre d'affaires baisse un petit peu, ou en tout cas il stagne, voire il baisse. Donc en fait, même son truc, sa machine à cash qui est Smartbox, baisse un petit peu en termes d'enveloppe, d'argent, etc., de chiffre d'affaires. Donc il y a ça. Et donc voilà. Donc alors, je disais ça déjà. Normalement là le micro ne sature plus. J'ai fait la petite modification. Je vois dans le chat que vous me demandiez. Ça, mais normalement parce là qu'on parle trop de pognon. À Libé, on n'aime pas le pognon. C'est d'ailleurs pour ça qu'on y travaille. Mais pour revenir aussi là-dessus. Alors attends, il y avait un truc. Non mais attends, qu'est-ce qu'on disait déjà ? Oui, non, attends, donc tu disais oui, alors pourquoi son modèle économique ? Parce que du coup, en gros, son argent, c'est Otium. Ouais. En gros, pour faire vite. Si Otium se pète la gueule, c'est son argent personnel. Vous voyez, c'est pas un truc qu'il a en plus. C'est vraiment tout son argent est investi dans Otium. Il a quasiment pas de cash. Donc, si Otium se casse la gueule, les pertes, elles viennent grever sa holding personnelle. Et donc c'est entre guillemets couillu quand vous êtes un financier ou un investisseur, vous dites ah ouais quand même bon c'est quelqu'un qui est courageux, qui prend des risques, etc. Et ça les libéraux ils aiment bien cette espèce d'idée de prendre des risques. Et donc il y a des gens qui trouvent ça bien quoi. Mais en même temps c'est compliqué quoi. Voilà. Parce que ce qu'on apprend aussi dans ton enquête, c'est que des financiers disent que voilà, normalement, quand on fait des investissements, si on veut pas que ce soit trop risqué, on investit dans plein de boîtes différentes, dans plein de micro-boîtes aussi potentiellement, mais on varie beaucoup les investissements, ce qui n'est pas forcément le cas de Pierre-Édouard Sterrin, qui ne varie peut-être pas tant que ça ses investissements. En vrai, si, c'est ce qu'il fait. C'est un petit peu ce qu'il fait. Il investit dans plein de petites boîtes pour diluer le risque. Ah oui, ok, il fait ce qu'il fait. En fait, le risque, c'est justement que si tout se casse la gueule, ça vient directement lui grever sa fortune personnelle et pas l'argent qu'il a placé, quoi. Donc c'est un petit peu ça le problème, quoi. Voilà. Et en fin d'article, il y a aussi un financier du coup qui vous dit, une de vos sources, pour lui, Pierre-Édouard Sterrin finira ruiné. Est-ce que ça c'est un scénario probable potentiellement, auquel lui en tout cas croit? C'est ce que le financier croit. Si on est honnête, c'est un risque effectivement. C'est un risque, mais en vrai, dans Otium, il y a quand même pas mal de boîtes qui sont bien valorisées, qui marchent plutôt bien, et donc en fait, il va vendre des boîtes avant de se ruiner. Simplement, c'est là qu'intervient Libé. À partir du moment où les banquiers, les milieux d'affaires, les fonds d'investissement vont avoir connaissance des difficultés de cash de Sterrin, la boîte qu'il voulait vendre au plus haut, étant donné qu'il est acculé à la vendre, ça risque d'être compliqué de vendre au plus haut. Donc il risque de perdre beaucoup d'argent.
à partir du moment où on sait, où les gens savent qu'il est aux abois, qu'il est obligé de vendre des trucs, quoi. Donc c'est ce qu'il fait. On dit il est en train de vendre un certain nombre de boîtes. Alors ça c'est toujours compliqué à dire parce qu'encore une fois, secret des affaires, c'est les choses qui ne sortent pas, machin. Mais bon, par exemple, il y a l'ancien Otium Leisure qui s'appelle Adrena, qui est en fait une boîte qui fait du sport, du loisir indoor, donc du loisir à l'intérieur, quoi. Donc salle d'escalade, je sais pas, escape room, ce genre de choses, quoi. Là, il le vend. Alors, chez Otium, moi, on m'assure que c'est parce que ils avaient décidé de le vendre, qu'ils sont pas là pour garder, ils sont pas là pour garder éternellement des boîtes, etc. Mais bon, ça semble quand même être un peu une vente des bijoux de famille, parce que c'est une des premières boîtes qui a été incubée par Otium, qui marche bien, qui se développe, qui a des projets d'ambition. Donc est-ce qu'ils l'ont vendu au meilleur moment, ou ils l'ont vendu tout simplement parce qu'ils ont besoin d'argent pour payer le fonctionnement, parce que ces gens-là coûtent cher, ces gens-là gagnent beaucoup d'argent. Il y a quand même des salariés, faut payer les gens, quoi. Et alors, Pierre-Édouard Sterin, concernant ces relations politiques, parce qu'on en parlait aussi un petit peu là de nos discussions, mais c'est aussi l'objet du papier que vous avez publié aujourd'hui, là, après cette première enquête publiée avant-hier. Vous parlez notamment des personnes qu'on peut voir défiler dans l'immeuble, donc l'immeuble de quoi, de Périclès, de Otium, ou... Bah, tu vois, tu mets le doigt sur le problème. C'est un peu flou. C'est Otium, c'est le fonds d'investissement, c'est le business. Donc vous avez des financiers, vous avez des start-upers. Et au deuxième étage de cet immeuble-là, vous avez Périclès. Périclès qui est le projet politique de Pierre-Édouard Sterin. Donc en fait, vous avez des politiques, des gens qui viennent de groupuscules. Par exemple, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais les gens de Radio Courtoisie sont sans doute allés à Otium. Donc vous avez des gens qui incubent on va dire au 3e, au 4e étage, des startups, Startup Nation, machin, etc. Et au 2e étage, vous avez le patron de Radio Courtoisie ou un des financiers, vous savez, une des personnes de Radio Courtoisie, donc qui est la radio de l'extrême droite, un peu poussiéreuse, même carrément poussiéreuse, maurassienne, qui vient là. Moi, j'y étais allé. Chez Otium, et j'étais dans le hall et j'avais croisé le patron d'un groupuscule identitaire très radical qui s'appelle Academia Christiana, qui sont des racialistes et des cathos traditionalistes. Le mélange des genres est bizarre, quoi. Vous pouvez le mercredi, vous avez un prêtre en soutane qui vient faire la messe. C'est étonnant, quoi. Enfin, les gens peuvent prier. Il y a des salles de prière souvent dans les boîtes, quoi. Mais on peut voir Stanislas Rigaud aussi, qui a été révélé un peu par Éric Zemmour. Exactement. C'était le patron de Génération Zemmour, qui était la branche jeune de Reconquête. Et donc lui, il est incubé au 2e étage. Ça fait un mélange des genres qui est un peu étonnant. Donc voilà, donc il y a vraiment ça, quoi. Et ça dit des choses aussi des relations de Pierre-Édouard Sterin avec l'extrême droite radicale. Voilà, exactement, voilà. En fait, vraiment, vous avez tout le spectre. Pierre-Édouard Sterin, il aime bien Retailleau, il aime bien Wauquiez, il aime jusqu'aux gens les plus radicaux. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais cet été, il a été révélé notamment que des fêtes un peu sur le modèle historique, sur le modèle du Puy du Fou, ont été organisées par une boîte qui s'appelle un label qui s'appelle Les Plus Belles Fêtes de France, et notamment à Moulins. À Moulins dans l'Allier, la personne qui organise, qui patronnait ces fêtes-là, qui en plus avance masqué, parce que ces fêtes-là, par exemple, ont touché de l'argent des communautés de communes, des maires, etc., parce qu'ils se sont dit, c'est sympa, on fait jouer des chevaliers dans la cour, c'est bien pour les enfants. Mais en fait, celui qui fait ça, c'est le patron d'un groupuscule. Donc ce groupuscule-là, dont le patronne, gère une fête historique, apparemment apolitique, mais bon, ne parlons pas de Révolution française. Ce type-là, donc, gère un groupuscule. C'est le nom de cette personne que tu cherches? Non, je cherche le nom de ce groupuscule. Ah oui. Je suis désolé, oh là là, mais c'est le direct. Bah oui, c'est le direct, on triche pas, Et bon, bref, en gros, Ah pardon, j'ai une question dans le chat. Alors attendez. Mais c'est vraiment important parce que ça permet vraiment de relier. Donc en fait, si tu veux, ce groupuscule dont on retrouvera le nom un jour, donc directement lié à Sterin et en même temps qui est financé,
quand vous allez sur ce site, il vous propose des lectures. Dans ces lectures, vous avez 3 livres qui sont conseillés. Un livre de Robert Brasillac. Robert Brasillac, donc, qui est un écrivain fasciste. Et quand je dis fasciste, c'est pas c'est un facho, c'est un vrai fasciste des années 30 qui a été qui disait qu'il fallait ne pas séparer les petits juifs de leurs parents dans l'extermination. Et c'est quelqu'un qui a été fusillé à la Libération. Vous avez aussi Sparte et les sudistes, donc de Maurice Bardèche, qui d'ailleurs est de la même époque, aussi un écrivain fasciste et collaborationniste, qui lui n'a pas été fusillé à la Libération, mais a continué son œuvre antisémite, puisque c'est l'un des premiers négationnistes. C'est l'un des premiers pionniers, on va dire, de l'école révisionniste. Et dans ce groupuscule de gens qui sont financés par Pierre-Édouard Stérin, attention, vous avez donc la notice qui est consacrée à ce type. Il est écrit, il est l'auteur de nombreux ouvrages, ce Maurice Bardèche, dont le célèbre et visionnaire Nuremberg. Nuremberg, c'est le premier ouvrage révisionniste qui a été publié après la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, ce que fait Pierre-Édouard Stérin, derrière ses côtés de bon cateau, c'est déjà de dire qu'il faut plus de bébés européens de souche blanche, et en plus, il finance des groupuscules qui promeuvent des auteurs révisionnistes, négationnistes, tout en ne le disant pas, ce qui leur permet parfois d'être apolitiques et d'être financés par des communautés de communes. Ça, heureusement, la presse fait son travail. Moi, j'étais en vacances cet été, mais je rends hommage au Monde et à Libé qui l'ont fait. Et de plus en plus, maintenant, dès qu'une initiative est financée par Pierre-Édouard Stérin, même apolitique, ça pue. Et donc les gens se retirent. Récemment, l'Université catholique de l'Ouest, donc à Angers, qui est une université catholique classique, il a été révélé par une série de médias dont Disclose qu'elle avait touché de l'argent de Pierre-Édouard Stérin. Les étudiants se sont mobilisés et l'université a décidé de ne pas l'utiliser, de ne pas utiliser cette enveloppe, de dire non à Stérin. C'est important parce que on assiste à un peu un retournement de valeurs où apparemment maintenant c'est la gauche qui est antisémite et c'est l'extrême droite qui est pro-sioniste ou pro-juive. En fait, c'est pas vrai, quoi. L'extrême droite continue. Alors évidemment, il y a des gens qui soutiennent l'extrême droite israélienne dans l'extrême droite française. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais faut pas oublier quand même qu'il y a ce fond de cuve catho-tradi qui considère les juifs comme un peuple déicide, comme des agents de la modernité, parce que Stérin déteste la modernité libérale, il déteste l'avortement, il déteste le travail des femmes, il déteste un certain nombre de choses qui sont de la modernité. Et dans l'extrême droite classique, si vous voulez, traditionnelle, depuis 2 siècles, les gens qui font ça, ce sont les francs-maçons et les juifs. Et Stérin finance ces gens-là. Et il faut le savoir, quoi. Il faut juste remettre l'église au milieu du village, quoi. Dans le chat, quelqu'un nous dit Sophiapolis, la communauté catholique identitaire. C'est Sophiapolis, merci. Bravo. C'est qui le chat? C'est celui qui a un nom, son pseudo est Geoffroy Leroux de Béziers. D'accord. C'est peut-être un clin d'œil. Super. Il y avait une petite question aussi pour conclure cette discussion. Je vois que cette question a été épinglée, donc c'est que je l'avais ratée. Quelqu'un nous demande: j'ai appris que mon maire, Raphaël Cogniet, est président de Politicae. Quel est le poids de celle-ci dans la sphère de Stérin? Politicae ? Ouais. Alors Politicae, justement, ça fait partie de ces choses, de ces petites structures qui sont financées par Périclès. Et Politicae, l'objectif, c'est créé évidemment par un type qui s'appelle qui est maire, qui est Antoine Valentin, et qui a pour but de donner des formations aux élus, et notamment aux candidats au municipal, pour avoir beaucoup de candidats municipaux de droite et d'extrême droite, etc. Donc ça fait partie de ces structures-là qui sont financées, qui sont plus directement politiques, de formation, voilà. Et donc là, il y a eu un certain nombre d'enquêtes, de reportages sur Politicae, où effectivement, c'est très marqué à droite, c'est très marqué à l'extrême droite. Tout ça, l'idée, c'est l'union des droites. C'est une arlésienne vraiment de la droite et de l'extrême droite. L'idée, c'est d'allier LR au RN, LR, Zemmour, Dupont-Aignan, etc. Et Stérin participe de ce mouvement-là. Politicae, le but, c'est de former à la fois des candidats RN et des candidats LR. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Abonnez-vous. Abonnez-vous à Libération, bien sûr. Et bonne soirée tout le monde et à bientôt. Ciao.